Mes chers compatriotes, bonjour. Et à vous tous, mes frères, qui me reconnaissez comme tel, en vos grades, degrés et qualités, la traditionnelle et protocolaire accolade. Donc, ici, première vidéo donc sur le propos que je voulais développer en partant du livre dont nous allons faire ensemble la synthèse et l'exégèse, c'est-à-dire, rappelez-vous, les 15 sujets qui fâchent les francs-maçons. Dans son introduction, Jean Solis énumère les problèmes de la franc-maçonnerie actuelle. Intéressant de partir de ce point justement. Son propos est centré sur la France en 2008, contexte donc 2008. La France avant tout, même si certains de ses développements sont transposables au reste de la franc-maçonnerie mondiale, mais on va dire que notre propos est avant tout centré sur la France par définition. Présentons le sommaire qui va nous servir de trame. Donc, dans cette introduction sur laquelle nous allons revenir, donc les problèmes de la franc-maçonnerie, Jean Solis évoque, c'est moi qui vous en fais globalement un sommaire parce que on va séquencer notre propos comme ça. Premièrement, la multiplication des appellations pompeuses cachant un manque d'érudition ou un manque de travail réel. Deuxièmement, la franc-maçonnerie dans la société actuelle, le règne de la quantité, la massification, la simplification de la connaissance, aggravée par une désinformation massive et subtile qui donc aggrave le problème. Troisièmement, le snobisme dégrade, un certain snobisme dégrade, voire un suprémacisme et une prolifération des voies ou des degrés ou des grades inutiles. En conséquence, point 4, un risque d'entropie, un risque d'effondrement de la franc-maçonnerie. L'entropie, c'est quand l'énergie d'un mécanisme, il y a une déperdition naturelle d'énergie qui fait qu'au final, un mécanisme peut s'arrêter ou une institution peut s'effondrer. Cinquième point, nous évoquerons quelques bribes de solutions, en substance, évoluer et se réformer ou bien s'éteindre par entropie. Et en conclusion, nous verrons que globalement, qu'aujourd'hui, pour la FM, la franc-maçonnerie, c'est ou bien survivre ou bien périr, vaincre ou périr. Survivre et vaincre, à cette occasion, vaincre quoi, on le verra. Donc survivre ou périr, vaincre ou péril, dans les 2 cas, l'avenir de la franc-maçonnerie est en effet potentiellement, sur le temps long, pour ceux qui la connaissent vraiment, potentiellement, sinon menacé, du moins menacé quelque part, plutôt au niveau mondial en fait d'une certaine déperdition ou d'une certaine perte d'influence, même si la structure sociale, la structure de quelque part de phagocytage du pouvoir, évoquée notamment dans Sophie Coignard dans Un État dans l'État, cette structure de phagocytage du pouvoir en France, ou en tout cas de lissage ou de facilitation de contre-pouvoir pour le meilleur et pour le pire, n'est pas forcément menacée en ce sens. Néanmoins, on pourrait dire qu'elle est une courroie de transmission dans ce cas d'autre chose, c'est-à-dire qu'on ne voit pas en trompe-l'œil que ce n'est pas ou plus forcément la franc-maçonnerie qui contrôle, mais je vous dirais que c'était la même chose depuis le début de son histoire. Donc pour poser le sommaire, nous allons tout de suite passer donc à la suite au début de notre développement, donc le point numéro 1. Le point numéro 1, donc, c'est la multiplication d'appellations pompeuses qui cachent un manque d'érudition ou de travail réel chez les frangins, chez les frères. Jean Solis commence dans cette introduction par la qualité discutable ou en tout cas inégale, des personnels et surtout des dignitaires maçonniques. Il constate une multiplication d'appellations pompeuses cachant en fait des personnels, des frères trop peu érudits, surtout chez les dignitaires en fait. Il nous cite les grands maîtres, les grands commandeurs, les grands prieurs, les grands principaux, les plus grands souverains, les grands tout ce qu'on veut, et hélas une kyrielle de ceux-là qui se crurent vraiment grands, mais, précise Jean Solis, de ce nom, je dirais qu'à peine 10% savent à la fois lire, prendre des avis de contradicteurs et sans s'intéresser à l'obédience ou au rite d'à côté. C'est ce qui, aux yeux de Jean Solis, fait un franc-maçon, on va dire érudit, au moins dans la franc-maçonnerie. Il considère qu'il existe à peine 10% de dignitaires maçonniques valables au final. Il n'existe, selon lui, qu'une minorité seulement de ces dignitaires qui sont touchés par la grâce, c'est-à-dire qui se comportent autrement que, comme il appelle, des managers du profane, des managers en entreprise, donc comme des gestionnaires de personnel et pas forcément avec le supplément d'âme qui conviendrait en fait à la meilleure compréhension sinon de la lettre, du moins de l'esprit de l'institution, pour ne pas dire de son âme en fait. Il existe tout de même, dit-il, des dignitaires de classe ou de qualité supérieure. Je cite, quelques rares lumières qui savent, ça et là, s'aventurer dans les livres d'histoire, de symbolisme ou de philosophie, et tenter d'en tirer quelque chose d'utile, voire de lumineux, dans l'intérêt de leurs frères et sœurs administrés. C'est assez administratif la fin de sa tirade. Cela donc par opposition aux frères, collègues, dixit, réglementaristes, administrationnistes ou tout autre qualificatif navrant en tiréiste, qui constituent l'immense majorité, c'est-à-dire celle qui applique des lois immémoriales qui changent tous les 50 ans
et qu'ils ne connaissent que par oui-dire et qui retransmettent des dépôts traditionnels aussi avariés qu'autoproclamés tels, tout simplement parce qu'ils ont perdu le sens de l'orientation. En tout cas, ils ont perdu de vue cette parcelle de lumière qui filtre sous les portes des bibliothèques poussiéreuses de nos libertés oubliées. Une petite fin lyrique, ça mérite là qu'on reprenne plusieurs petits points. Ce qu'on a vu sur les dignitaires, déjà les dignitaires maçonniques, ce qu'on peut considérer comme une nécessité, donc en lisant le propos de Jean Solis, c'est d'abord évidemment qu'ils sachent lire, qu'ils prennent le goût à l'érudition un minimum pour savoir un peu de quoi ils parlent, le savoir passant par la lecture en ce sens. Le problème étant, là je le rajoute directement, c'est qu'il y a beaucoup de livres maçonniques, mais il y a à boire et à manger en termes de nombre de livres et en termes de qualité ou en termes de capacité à la synthèse. Parfois, beaucoup de il y a un peu de déperdition et beaucoup de ou bien de redites ou bien de on peut vraiment avoir ce problème en entrant en franc-maçonnerie, c'est qu'il nous faut lire des un peu comme dans n'importe quelle école d'élite ou, quand on entre à Henri IV ou enfin Sciences Po ou autre, des bibliographies ou alors même en bac français des bibliographies longues comme le bras, mais qu'au final, il va falloir trier et surtout, si on veut tout lire, bah, de fait, si on reste apprenti pas très longtemps, on n'a pas forcément le temps de tout lire. Je reparlerai de ça. Donc lire, prendre des avis de contradicteurs, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Fondamentalement, il y a le sous-entendu qu'il y a beaucoup de francs-maçons qui sont sectaires, qui ne vont pas prendre les avis des contradicteurs, dans un sens ou dans l'autre, concernant tel ou tel sujet, et cetera. Et troisième point, s'intéresser à l'obédience et au rite d'à côté. C'est vrai que quand on est en franc-maçonnerie, on s'aperçoit qu'il y a d'autres francs-maçonneries, il y a plusieurs choses, il se passe des choses complètement autres. On peut parfaitement ne pas s'y intéresser, on peut parfaitement rester plan-plan à lire, juste le minimum de ce qui est demandé ou à faire des planches qui sont plagiées ou des petits résumés. Ça, on va en reparler et de fait, on peut tout à fait être un dignitaire maçonnique, comme il dit, un manager du profane, comme dit Jean Solis, mais sans aller vraiment chercher plus loin que ce qu'il y a dans ce qui nous est demandé de chercher. Et pour chercher plus loin, ce qu'on voit dans son développement, la partie suivante, c'est qu'il nous parle donc d'histoire, de symbolisme et de philosophie. On verra l'importance de la philosophie quand on parlera en fait d'antiquité et de théosophie au vrai sens du terme, au sens étymologique. C'est-à-dire l'étude profonde. On verra que dans l'étude profonde de la philosophie, avant, ça englobait les religions, ça englobait les héritages de l'humanité les plus anciens. C'est pour ça que quelque part, même le terme philosophie a subi une déperdition. Le but, l'étude de l'histoire du symbolisme de la philosophie. Le problème, évidemment, qu'il existe énormément de contenu et pas forcément, enfin, qu'un nouveau frère qui arrive en franc-maçonnerie a besoin de synthèse, comme sur tous les sujets, en fait. C'est-à-dire c'est comme si on était obligé de lire quelque part 5000 pages avant d'avoir une vision de l'institution. J'exagère à peine. Au lieu de ça, on va lire quelques livres et après on va bosser les sujets pour faire une planche d'élévation spécifique. Mais, c'est-à-dire pour passer d'apprenti à compagnon, puis de compagnon à maître, mais on par définition ne pourra pas tout étudier, sauf y passer sa vie et encore c'est restrictivement enfin c'est rigoureusement impossible, en fait. Raison pour laquelle nous avons davantage de managers du profane que de francs-maçons hyper érudits et cetera. Faut pas trop mythifier la franc-maçonnerie. On a beaucoup globalement de francs-maçons qui sont en fait d'un bas niveau si on pense que tous les francs-maçons doivent être des érudits, mais par définition aussi, tout érudit a commencé ignorant, en fait. C'est pas un problème en soi, simplement pour les dignitaires maçonniques, c'est vrai qu'on peut envisager, en tout cas, c'est ce que dit Jean Solis, que certains soient bien moins érudits qu'ils ne devraient l'être et surtout qu'on est aussi dans un contexte actuel, quoi. Ceci donc par opposition, quand il parle également des dépôts traditionnels, quand cette référence aux dépôts traditionnels, il parle d'un corpus de connaissances traditionnelles, rappelez-vous tradition du latin tradere, transmettre, des corpus de connaissances traditionnelles dont on ne connaît ni trop l'origine, ni trop le contenu, ou bien dont le contenu lui-même est de qualité discutable, plus ou moins avariée, c'est ce qu'il dit. Il parle également donc des gestionnaires, des réglementaristes, des administratifs qui lisent le rituel pour faire vraiment exactement bien comme il faut, sans trop savoir comment ils ont été plus ou moins modifiés ou comment ils ont été créés dans l'histoire du temps, avec également des lois soi-disant immémoriales qui changent donc tous les 50 ans, ou bien qu'on connaît plus ou moins. En fait, il y aura des querelles de doctrine au sein d'une même loge, certains vont mieux la connaître que d'autres, d'autres diront qu'ils ont raison, etc. Et des retransmissions donc de dépôts traditionnels qui sont tantôt avariés, tantôt autoproclamés comme tels, c'est-à-dire traditionnels, tout en l'étant pas forcément, parce que parfois il y a des choses, des petites modifications qui se sont passées à telle ou telle époque, et cetera. Au final, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Et en ce sens, quand il dit qu'ils ont perdu le sens de l'orientation, je résume son propos, beaucoup de frères sont des paumés qui portent bon. C'est, je dirais avant tout, surtout lié au contexte de l'époque.
au déclin de l'étude sérieuse des humanités et de fait au déclin de l'éducation nationale, de la mal nommée éducation nationale, qui devrait s'appeler l'instruction nationale. On peut citer Jean-Paul Brigelli, La fabrique du crétin, il y avait Paul Gut en 80 qui parlait de la lettre ouverte aux futurs illettrés, plein d'autres livres comme ça. La mort programmée de l'éducation nationale, c'était Jean-Claude Brigelli également en 2005, La fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire en 2022. En 2005, il nous disait la mort programmée de l'école, et en 2022, il nous dit vers l'apocalypse scolaire. C'est-à-dire que les choses s'aggravent, et il y a un moment, passé un certain stade, il faut pas. C'est pas forcément le fruit du hasard, en fait. Je vais vous raconter une expérience personnelle qui m'est arrivée récemment. Déjà, je considérais, pour ce que j'ai vu en allemand, et pourtant j'étais pas un foudre de guerre en allemand au début, j'ai un peu galéré, dans le sens, enseigner l'allemand tout de suite, me mettre tout de suite dans une classe de terminale sans avoir l'expérience, c'était un peu délicat la première année. N'empêche que j'ai vraiment optimisé l'apprentissage de l'allemand et vraiment j'ai eu un certain nombre d'élèves qui m'ont dit: «Vous nous avez plus appris en allemand en 3 mois qu'en 6 ans. Plus appris en 3 mois de cours d'allemand qu'en 6 ans». Et j'ai eu des élèves qui m'ont dit ça à répétition. Rien que ça devrait éveiller notre attention, en fait. Autre exemple, récemment, dans un certain contexte, j'ai candidaté pour un poste de lettres modernes, par curiosité, aux risques et périls de l'institution, parce que c'est pas du tout ma spécialité, mais par curiosité, aussi parce que j'avais, 3 quelques mois de stationnaire, en fait, quelques mois quelque part à tuer et je me suis dit: «Bon, moi j'aime bien l'enseignement, puis c'est intéressant». J'adore vraiment l'enseignement, en fait. Mais j'ai eu face à moi une commissaire politique de l'éducation nationale qui m'a fait faire un petit test dans une phrase en français, trouver le COD. Bon réflexe de germaniste, qui, quoi, paf, COD. Avant tout réflexe grammaire française, puis de germaniste, enfin voilà, il y a toujours une logique dans une phrase, donc qui, quoi, simple, la façon la plus simple de trouver un COD. Je trouve la réponse, OK, soit. Et elle me dit: «Ah non, non, maintenant on ne pose plus la question qui, quoi, on utilise ce qu'on appelle les réflexes de grammariens». Et là, j'ai été très docile et très mignon, puisque j'ai été pris. Mais elle m'a fait une démonstration de 2 minutes pour m'expliquer un truc pour chercher le COD. C'est bien parce que j'étais concentré que j'ai à peu près compris, mais c'était, attraper, l'oreille, gauche avec la main droite, en fait. Ça n'avait aucun sens, en fait. Ça n'avait aucun sens. C'est surtout qu'elle m'a expliqué: «Ah ouais, non, aujourd'hui, qui quoi, les élèves ne comprennent pas, hein. Vous voyez, ils confondent avec acquis à co». Mais comment ils ont fait les 2 siècles derniers pour, ne pas comprendre ces pauvres élèves? Non, dans les années 50, 60, 70, on avait des élèves qui savaient très bien parler le français, ça n'a jamais posé problème de répondre à la question «qui, quoi?». Au contraire, c'est la façon la plus basique de trouver un COD, par exemple. Mais donc là, c'est une expérience personnelle du fait que une double expérience personnelle pour moi, me laissant envisager que clairement la chute des niveaux au sein de de l'éducation nationale mal nommée est absolument délibérée. On a dans l'équation des politrouques, des commissaires politiques qui donnent des ordres aux professeurs d'apprendre les choses d'une certaine façon et ça tient par la soumission, ça tient par la déperdition délibérée de la connaissance, mais ça permet aussi de vendre des complétudes, de vendre des cours privés et donc de recréer une sorte de prolétarisation. Si vous n'avez pas des parents qui peuvent vous payer des cours particuliers, eh ben, déjà, vous serez moins bon que les autres. Si vous n'êtes pas dans des lycées d'élite, vous serez moins bon que les autres. C'était déjà le cas auparavant, mais les choses vont en s'aggravant, mais délibérément. Et là, Jean-Claude Brigelli en a bien parlé. On veut une fabrique du crétin, on veut 20 de lettrés et 80 d'abrutis dominables. C'est ce que je disais à mes élèves. Si vous acceptez ça, vous serez toujours dominé par ceux qui maîtrisent mieux la langue que vous. Donc, moi en loose day, je vous donne ce qu'il faut pour en sortir ou pour voilà. N'empêche que il y a quand même un vrai problème qui est évident. Donc je dis que pour moi, ce problème au sein de la franc-maçonnerie, c'est l'érosion de la connaissance et le fait qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. Érosion de la connaissance tout court, érosion du savoir, liée pour moi à une profonde subversion sociétale. L'expression est de Roger Mucchielli sur la subversion. C'est un classique du renseignement français. Eh bien, cette profonde subversion sociétale est ce qui fait oublier aux Occidentaux une bonne partie de notre civilisation pour la remplacer par, en fait, une version contrefaite de la connaissance de notre propre civilisation. Et je dis que ceci n'est pas sans lien avec une certaine franc-maçonnerie bien subversive, celle du Grand Orient de France. Et là, nous avons quand même un petit problème, c'est-à-dire qu'on a une entreprise d'abrutissement du peuple qui est malsaine. Donc, l'érosion du savoir général, l'érosion de la connaissance en général, la conséquence va évidemment, par effet de tassement, se voir également dans l'érosion de la connaissance ésotérique. C'est un point que je vais développer dans plusieurs articles séparés, notamment sur les bases de l'ésotérisme et qu'est-ce que c'est que l'idée d'ésotérisme initialement et pourquoi.
Je vous la donne en mille, en fait. L'ésotérisme, c'est l'intuition qu'il existe autre chose. Vous trouvez cette intuition dans toutes les philosophies, dans toutes les religions anciennes. Ce n'est pas parce qu'on est à une époque où, soi-disant, on est très rationaliste, on oublie tout ça. En réalité, si vous êtes attentif, il y a énormément d'opérateurs aujourd'hui qui vivent, par exemple, ou mettent en livre des expériences de mort imminente, ou bien des expériences mystiques, ou qui se voient canaliser des livres surpuissants, etc. En fait, la connaissance existe aujourd'hui, simplement, c'est vrai, elle subit un snobisme et une sorte de rationalisme, un rationalisme apeuré, mais également une subversion sociétale qui a pour but globalement, que les humains perdent de vue le sens de leur propre vie, en fait. On essaie de nous déconnecter de toutes les façons possibles, alors que vivre, c'est être connecté. Et d'ailleurs, le vrai paganisme bien compris, c'est la coopération consciente avec les forces de la nature, disait Blavatsky. Donc, nous avons donc une érosion de la connaissance ésotérique. Par contre, je vais aussi dire au contraire que le propos de Jean Solis sur les dignitaires quand ça passe, etc., on peut trouver tout de même une limite. Dans son propos, c'est la limite du snobisme facile. Donc derrière une critique comme celle de Jean Solis contre la franc-maçonnerie, contre ses dignitaires, on peut trouver, bien sûr, une sorte de snobisme à dire: «Ouais, ils sont toujours ceci, ils sont pas assez cela». OK. Critique, de mon avis, parfaitement fondée, largement fondée, en l'occurrence venant de Jean Solis, car il en connaît 100 fois plus que moi sur le sujet, en fait. Par contre, la légitimité d'une critique, la légitimité réelle d'une critique va dépendre surtout du véritable pour moi, du véritable corpus de connaissances qui est réel derrière, qui est revendiqué derrière, mais dans sa réalité. Entre le corpus revendiqué de connaissances et le corpus réel de connaissances, il peut déjà y avoir une différence. Donc ma thèse et mon postulat, c'est que le corpus de fond de la connaissance maçonnique est aujourd'hui difficilement tenable en 2025. Parce qu'il correspond par bien des égards à ce qui était connu ou plus ou moins connu ou redécouvert au XVIIIe siècle, mais que depuis il y a eu de nombreuses déperditions ou bien parfois des modifications délibérées des connaissances maçonniques initiales, mais également des choses qui aujourd'hui ne sont plus forcément tenables par rapport aux nouvelles découvertes archéologiques ou bien aux nouvelles compréhensions de l'histoire, par exemple. Donc un corpus de connaissances maçonniques qui sera au mieux incomplet et qui devrait être réactualisé. Au pire, ça sera de l'idéologie maçonnique ou entre les deux, des apprentissages caducs. Au pire, des idéologies maçonniques qui s'éloignent dangereusement de l'histoire réelle de la franc-maçonnerie et plus globalement, de la véritable histoire, de la vérité historique depuis la plus lointaine antiquité. Donc on a d'un côté une déperdition de la connaissance, un corpus incomplet ou qui doit être réactualisé, souvent caduc. De l'autre côté, ça permet des idéologies maçonniques qui s'éloignent vraiment dangereusement d'une compréhension juste de l'histoire de l'histoire globale et notamment de l'Occident, des religions occidentales, etc. Donc voilà pour le premier point, donc diagnostiqué par Jean Solis, qui parlait de la multiplication des appellations pompeuses, cachant un manque d'érudition, un manque de travail réel. Le problème est vrai, je peux voir que je l'ai constaté moi-même, mais je ne jetterai pas non plus la pierre, parce que par définition, premièrement, les livres sur la franc-maçonnerie, les livres sur tout ça sont très nombreux, mais il y a aussi des luttes d'influence, ce qui fait que quand on arrive en franc-maçonnerie, on ne peut par définition pas tout savoir, donc on va lire quelques petites choses au fur et à mesure, suivant ce que nous permet notre vie professionnelle, notre vie familiale. C'est la raison pour laquelle, de fait, il faut à un moment s'atteler à faire des synthèses, parce que je préfère, par exemple, dans tous les sujets, je préfère lire des livres à armature ou des synthèses utiles pour après aller gratouiller le sujet que je préfère par la suite. N'empêche que je pense que c'est une conséquence du monde actuel, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte, hein, c'est que l'immédiateté, la vitesse également, le fait qu'on ait moins de temps pour lire de la vraie érudition, impose d'autant plus à l'ère d'Internet de produire des contenus synthétiques fiables, bien sourcés, à partir desquels chacun déjà aura une vision juste du sujet, puis pourra après aller chercher plus loin les sujets qui éveilleront son intérêt d'une façon ou d'une autre, ou alors ce dont il aura besoin, et cetera. Je vous parlerai au fur et à mesure d'autres références, etc., mais là, ce n'est qu'un premier survol, évidemment. Dans ce deuxième point, on a 3 problèmes sous-jacents qui sont l'inévitable reflet de notre société actuelle. Jean Solis fustige concernant, en reprenant Guénon, le règne de la quantité. Le règne de la quantité, c'était un ouvrage de Guénon en 45. Le règne de la quantité et les signes des temps. Il écrit ça ou il fait publier ça en 45, je suis pas sûr que c'était la priorité des gens d'y penser en 45. Néanmoins, il y a quelque chose de vrai. Là, ça fait vraiment quand même un peu snobisme d'intellectuel, les gens sortent d'une guerre, l'Europe entière est traumatisée. Lisez là-dessus «L'Europe barbare», un livre absolument terrible. Et Guénon nous dit: «Ouais, les gens, ils sont pas assez exigeants», et cetera. Ça fait un peu, là, pour le coup, la synchronisation, de mon point de vue, je trouve, ça fait vraiment typiquement l'intellectuel qui donne des leçons alors que bon, prends l'appel et reconstruis, mec. Mais Jean Solis parle d'une idée vraie, le règne de la quantité.
qui est d'ailleurs repris par, Sophie Coignard dans l'ouvrage dont je vous ai parlé, Un État dans l'État, lorsqu'elle parle justement de la course au nombre d'adhérents que se sont livrés notamment le GO et la GLNF dans les années 90 notamment. Donc, le règne de la quantité, des personnels, on veut faire du chiffre, on veut recruter des personnels, des frères, on veut revendiquer un grand nombre de frangins. C'est le reflet de la société actuelle aussi, on se tire la bourre d'une façon ou d'une autre, la compétition et pas assez de coopération d'ailleurs, on le verra, et aussi la logique d'emprise sociétale, de ramification, voire de pieuvre. En conséquence de ce règne de la quantité, le deuxième point, c'est une massification, une simplification de la culture générale. Globalement, la culture générale est le socle de connaissances qui est un tremplin vers la vraie connaissance avec un grand C, c'est-à-dire la connaissance du sens de la vie et la connaissance de fait ésotérique au sens étymologique, la connaissance de ce qui est intérieur. D'où l'importance toujours de la mise à disposition. C'est ce que je fais avec vous là. Je mets à disposition quelque chose, chacun pioche, chacun choisit ce qu'il veut. Mais le fait de laisser à disposition un socle de connaissances fiables, en tant que tremplin vers la vraie connaissance, selon l'expérience de chacun, selon la volonté de chacun, je pense que c'est très important, toujours pareil, de laisser à disposition la connaissance. Troisième point, s'ajoute donc en plus du règne de la quantité et de la massification, simplification de la culture générale, le troisième point, c'est un contexte de désinformation massive et souvent subtile qui aggrave le problème. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans le livre, c'est Jean Solis qui parle par analogie à une chanson d'Alain Souchon, Foule sentimentale, en 1993, quand il dit: On nous Claudia Schiffer, on nous Paul ou Sulitzer. Oh, le mal qu'on peut nous faire, c'est une chanson qui dénonçait subtilement la société de consommation ou d'hyperconsommation qui cache en fait le vide intérieur des acheteurs. L'analogie est intéressante parce que Paul Louis-Sulitzer, c'était vraiment Alain Souchon disait, il avait le talent de faire de l'argent, mais c'est un peu vide de ne penser qu'à ça. Et Claudia Schiffer à l'époque, c'était le symbole parfait de la superficialité féminine dans le mannequinat, etc. Donc voilà, c'était intéressant de faire le parallèle puisqu'il parle des ouvrages grand public. Jean Solis parle des ouvrages grand public qui sont en fait de la subtile et puissante désinformation, tout en maquillant, comme dirait Alain Juillet, la bonne désinformation, c'est quand on mêle le vrai et le faux, en fait. C'est une vidéo d'Alain Juillet chez Thinkerview où il rappelait ça, la vraie bonne désinformation va mêler le vrai et le faux. C'est comme les vidéos, quand on a vu en 2015 arriver des vidéos platistes, c'était souvent des vidéos dans lesquelles on avait 80% de la vidéo qui était intéressante sous l'angle des affaires du renseignement, des trucs d'initiés qui étaient plus ou moins connus. Et les 20% derniers, le mec parlait, l'opérateur parlait de la Terre plate, de ce genre de choses-là. Oh là. Et le problème, c'est que ça, ce sont des opérations psychologiques qui servent à discréditer tous les sujets précédents sous prétexte que ouais, ceux qui disent ça, ils parlent de platisme. Ceux qui parlent de l'affaire Epstein, ils parlent de la Terre est plate. Ceux qui disent que le 11 septembre, ouais, c'est aussi des mecs qui disent que la Terre est plate. Ouais, ceux qui croient que les inoculats du rhume 19 sont ceci, cela, hein, que Big Pharma se goinfre un petit peu auprès de la princesse. Non, non, ceux-là, ils disent que la Terre est plate. Ça s'appelle des subtiles techniques de désinformation, des opérations psychologiques et de COINTELPRO, c'est-à-dire des programmes de contre-influence, de contre-intelligence qui font qu'on instille dans l'esprit des gens l'arrêt du crime de Big Brother de 1984. C'est-à-dire que si tu penses ça, attention, ceux qui pensent ça, ils pensent aussi que la Terre est plate. Donc tu n'as plus le droit de penser ça. La belle affaire, la belle affaire. Et ce sont des techniques de terrorisme intellectuel, de pure désinformation, et ça marche bien sur les esprits faibles, évidemment. Donc, Jean Solis parlait, donc il s'inscrit en faux contre deux ouvrages grand public. On a premièrement la clé d'Iram. La clé d'Iram qui est pour Jean Solis un délire pseudo-historique qui contribue à garder les maçons dans une saine ignorance de la nature de leur institution. Alors en effet, ce livre, La clé d'Iram, est à prendre avec des pincettes, parce qu'en fait c'est un mélange de fondé et de beaucoup moins fondé, voire ou de pistes intéressantes, mais aussi de vraies spéculations ou d'éléments faux, voire dangereux. Dangereux en termes d'égarement. Donc rapprocher vraiment Vladimir Volkov sur la désinformation, Alain Juillet, ce que je disais, la bonne, la mauvaise désinformation, etc. C'est pour ça qu'il est important d'appréhender tous les sujets, et y compris notamment les sujets ésotériques, avec l'œil du renseignement, avec les réflexes du renseignement. Un fait n'est pas une information qui n'est pas un renseignement. Méfiance contre toutes les sources, notamment les sources grand public. Néanmoins, il y a des idées intéressantes dans la clé d'Iram, mais c'est un peu comme ce que je vous racontais avec les platistes, c'est que il y a de bonnes idées, mais il y a aussi des idées foireuses à côté. Et le problème est que, par analogie, on peut voir discréditer de bonnes idées par la présence d'idées foireuses. Donc il y a un énorme tri à faire là-dessus. Toujours est-il que la clé d'Iram, donc à prendre avec des pincettes, et surtout le Da Vinci Code, donc le code Léonard de Vinci, énorme opération de désinformation grand public, massivement relayée et transposée en film, en film, en documentaire ou autre,
mais qui entremêle là encore des choses partiellement ou lointainement fondées. Matinée de lourds égarements à l'arrivée. Et je me souviens même, là, ce sera intéressant, ça doit se trouver encore, ça sera pour les tipeurs pour l'article, mais surtout, il y a un documentaire, moi, qui m'avait marqué à l'époque, je crois en 2009, un truc comme ça. Un documentaire qui parlait justement du Da Vinci Code, un documentaire britannique qui partait sous un angle, pseudo-documentaire, instructif pour le bon peuple, mais qui arrivait à une fausse piste grossière, c'est que les Russes étaient aujourd'hui le vilain KGB, le vilain FSB, le vilain Poutine actuel était l'héritier, l'héritier de qui? L'héritier des Illuminati. Oh, le documentaire extraordinaire. Limite, il faudrait que je vous le montre une fois dans un autre contexte, ça se retrouve, mais c'est extraordinaire. Donc dans ce point numéro 2, Jean Solis dressait le tableau d'une franc-maçonnerie prise en tenaille quelque part, entre d'un côté, des ouvrages grand public qui sont déficients ou bien de la pure désinformation, en mêlant délibérément le vrai et le faux, des ouvrages qui n'aident pas à la compréhension et à l'articulation des sujets. Et de l'autre côté, pendant ce temps-là, des rituels qui sont réécrits, justement dans le sens où on parlait de la simplification, de la massification, ou sous prétexte justement de d'écourter, de réécrire, de supprimer. C'est un peu comme dans l'éducation nationale, on simplifie les livres. C'est complètement 1984 en fait, c'est complètement orwellien. Écourté, supprimé par des managers autocrates, c'est intéressant. Le terme est vraiment péjoratif par rapport à la Russie tsariste, même si le vrai terme historique autocrate, c'est pas forcément la propagande anti-tsariste qu'on en a dit, néanmoins. Les règlements, donc, dit Jean Solis, se multiplient, des commissions disciplinaires de type nord-coréen ou case à tour de bras, référence encore une fois au tsarisme. Le tsarisme a mauvaise presse en France, hein, en général c'est chez ceux qui ne le connaissent pas vraiment, mais en faire un verbe substantivé français, oukase à tour de bras, le fait d'oukaser à tour de bras, c'est-à-dire des ordres de type nord-coréen ou de type plutôt bolchevique que tsariste en vérité. Les cotisations augmentent, et c'est le jeu, il faut bien payer les loyers de Pisan ou de Cadet. Mais là, on est dans le contexte G 2008 avec justement à l'époque des grosses magouilles dont parlait Sophie Coignard dans l'ouvrage précité, la GOG, GLNF, mais pas uniquement ces deux-là, c'est-à-dire que nécessairement, la conclusion de Jean Solis, c'est que la franc-maçonnerie, donc institution révolutionnaire ou révolutionnaire institution, on verra pourquoi, pour le meilleur et pour le pire, elle patauge dans la gadoue, globalement, avec une prolifération d'apprentis d'un côté, une perte de savoir réel et de connaissance de l'autre, surtout dans un contexte de subversion sociétale. Donc voilà, ça c'était le deuxième point principal, donc sur ce règne de la quantité, massification, simplification de la connaissance dans la franc-maçonnerie, aggravée par une désinformation massive et subtile. Le troisième point, évoqué par Jean Solis, c'est un snobisme des grades, voire un suprémacisme. Compris, le suprémacisme, c'est le fait de ne concevoir sa supériorité que par le rabaissement de l'autre. Un suprémacisme des grades, une multiplication des voies et des grades, degrés, des grades ou degrés, grades et degrés, petite nuance, qui deviennent un peu des hochets ou des. Voilà, on se gargarise de choses qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Mais laissons donc la parole à Jean Solis. Donc, premièrement, le sujet du snobisme et du suprémacisme des grades, c'est un phénomène de snobisme que j'ai d'ailleurs moi-même vécu dans mon parcours maçonnique, teinté de fait de suprémacisme, dont se rendent coupables, dixit, bien des frères qui, pourtant, n'ont pas forcément, en tout cas c'est le sous-entendu de Jean Solis, qui n'ont pas forcément, ou qui n'ont que très rarement atteint un niveau de véritable connaissance avec un grand C. Connaissance, sinon spirituelle, du moins maçonnique. Et moi-même, je l'ai constaté, ça. C'est-à-dire que des gens qui, dans la vie réelle, n'ont pas forcément beaucoup étudié les sujets, mais qui vont prendre de haut, etc. Bon, ok. Jean Solis dit, je cite, à l'apprenti, on dit qu'il doit lire son Wirth et son Boucher et se taire. C'est une référence à deux ouvrages. Oswald Wirth, La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, et Jules Boucher, Le symbolisme maçonnique, deux ouvrages qu'on cite parmi les ouvrages à lire au début. Du compagnon, on glose le pas de côté d'un maire entendu, parce que le compagnon a son petit pas de côté à faire, et s'il ne le fait pas bien, évidemment, il se fait un peu moquer. Il y a aussi une chose, c'est que on ne fait pas tout le temps des tenues au grade de compagnon ou de maître, donc parfois il y a des choses qu'on ne travaille pas assez. En effet, pour moi, c'est comme une choré de danse. Étant moi-même danseur à un certain niveau, ce sont des choses qui se travaillent, qui s'entretiennent. Et c'est vrai que quand on ne le fait pas tout le temps, ou quand on reste peu de temps en tant que compagnon, on n'est pas super nickel sur on dirait en danse le travail, le sol, le rapport au sol, etc. Au maître, l'on dit qu'il est responsable et libre. Libre, mais Jean Solis pose la question, mais quel individu, ignorant tout de la véritable histoire de l'institution qui fonde sa démarche spirituelle, on parle de la franc-maçonnerie, quel individu donc peut se prétendre libre en sachant de fait pas assez en fait. C'est aussi le problème des frères qu'on fait monter trop vite pour différentes raisons, parce qu'il faut faire vivre la loge, parce que ceci, parce que cela. Si on étudie vraiment l'histoire, le symbolisme, la philosophie, par définition, c'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir à le faire.
Tout au plus pourra-t-on trouver certaines synthèses, mais la plupart que l'on fait lire sont souvent déjà anciennes ou même parfois avec des enseignements qui sont plus ou moins caducs et surtout des enseignements qui sont même parfois l'objet de luttes d'influence donc voilà, on n'en sort pas forcément. De fait, Jean Solis reproche ici il évoque ici une sorte de principe hiérarchique qui peut avoir quelque chose d'abusif par certains égards. Et là, je vais vous donner un peu mon expérience là-dessus. De fait, je l'ai vécu moi-même, même si c'était plutôt de ma faute, en fait. Je suis resté délibérément apprenti moi-même longtemps. J'y suis resté près de 5 ans parce que j'étais jeune, je suis rentré à 27 ans. Et le «suprémacisme» entre guillemets de certains maîtres me pesa parfois au bout de quelques années. Alors que moi, j'avais déjà une certaine base d'ésotérisme déjà étudiée et que j'avais déjà passé quelques années à étudier les thèmes maçonniques quand même. Mais c'est surtout pour moi le suprémacisme des maîtres qui étaient entrés après moi, mais passés maîtres avant moi, que j'ai commencé à trouver un peu fort de café. Mais en fait, c'était ma faute, parce que je suis resté trop longtemps apprenti, par un choix d'humilité qui, de fait, s'est avéré contre-productif, en fait. Et tout ceci a cessé, pour moi en tout cas, lorsque je suis rapidement passé compagnon puis maître. J'en ai eu un peu marre à un moment. Et après, ceux qui me donnaient toutes sortes de petites leçons, plus ou moins de pointillisme, et cetera, devenaient bien plus capables de me parler d'égal à égal. Je précise quand même que je ne suis pas en train de jouer la caricature de l'apprenti égotique, qui ne supporterait pas la voie hiérarchique ou bien qui serait incapable d'apprendre des maîtres réputés en savoir davantage que lui, que l'apprenti, par définition. Là, c'est vraiment autre chose. Un vieux maître, le pilier de ma loge d'ailleurs, un ancien du renseignement, m'avait dit: «Avant, tu verras». Je cite: «Tu verras quand tu seras maître, ça se résoudra tout seul». En fait, c'était un peu pour m'appâter parce qu'il en avait marre que je reste apprenti et après il m'avait dit: «En fait, tu as pas changé de discours, ils ont juste changé leur façon de te considérer». Et après mon départ, j'ai entendu que dans ma loge, on disait: «Jean-Maxime, il m'amenait souvent à réfléchir». Parce que j'ai changé après de loge. Notamment suite à l'affaire du Rhume 19 où j'ai vu justement ma loge, et je suis pas le seul, être passé vraiment très conformiste, très covidiste et pour moi, il y avait un vrai problème là-dedans parce que, ayant un arrière-plan, notamment lobbying et armes biologiques, je pouvais émettre des doutes sérieux. J'estimais qu'on devait prêter attention aux signaux clairs, aux signaux faibles, pardon, et que, j'ai été pris un peu trop de haut dans un contexte où je savais quand même un peu de quoi je parlais, quoi. Mais encore une fois, donc dans ce que je raconte ici, concernant ce petit snobisme, suprémacisme des grades, c'était de ma faute et c'est le jeu même. C'était à moi de ne pas rester apprenti aussi longtemps. Mais j'avais voulu faire en fait un peu une analogie à la chevalerie. Dans la chevalerie, c'est 7 ans pour être page, 7 ans en tant que page avant de devenir écuyer, par exemple. Mais c'était bon, c'était un peu de la bêtise quand même dans ce contexte-là. Enfin, c'est de la bêtise. Je l'avais fait parce qu'une personne au sein de la franc-maçonnerie m'avait mis en garde, avant mon entrée, contre cette fâcheuse propension, notamment à la GLNF, mais sans doute aussi au Géo, consistant à faire monter trop vite de nouveaux frères, malgré des connaissances trop fragiles. On les fait monter pour des raisons qui relèvent davantage du réseau d'influence professionnel que de la vraie intention de s'instruire et d'évoluer spirituellement, évidemment. C'est l'un des problèmes de la franc-maçonnerie. Évidemment, puis c'est le problème de tout réseau de pouvoir au final, mais là, c'est un réseau de pouvoir à prétention spirituelle, mais souvent plutôt une prétention qu'une réalité. Mais bon, c'est comme l'humain, en fait, c'est pas tout n'est pas parfait parce que par définition, les humains ne sont pas parfaits. Je sais, c'est un scoop, c'est étonnant. Donc cette personne qui m'avait, on va dire, invité ou qui m'avait influencé pour entrer dans la franc-maçonnerie m'avait dit: «Sois un escargot, monte lentement». Donc j'ai un peu trop pris au pied de la lettre ce conseil qui est devenu un moment contre-productif à partir d'un certain point. Mais à mon avis, cela met tout de même en évidence un problème qui est celui de notre époque. L'important de fait n'est pas de savoir depuis combien de temps on est dans la franc-maçonnerie, mais depuis combien de temps on étudie sérieusement les sujets, en fait. Les sujets plus ou moins ésotériques ou spirituels ou quoi. Et d'ailleurs, pas uniquement les sujets restrictivement maçonniques. De fait, c'est mon problème personnel, c'est que je considère comme un problème plus global que la prétention de la franc-maçonnerie à avoir le monopole, soi-disant, de la connaissance. Pour moi, il faut bien comprendre aujourd'hui que la franc-maçonnerie n'a pas ou n'a plus le monopole de la connaissance ou de la savance, pour ceux qui ont vu Cloud Atlas. Les anciens, ils avaient la savance. Au-delà de ça, il est tout à fait vraisemblable, hein, pour ce que j'en sais, ou pour ce qu'on a pu me dire, ou ce que j'ai pu recueillir, ou ce que le grand public peut également recueillir dans tous les divers témoignages qu'on peut voir au sujet de l'institution maçonnique, j'envisage très clairement, il est très vraisemblable qu'il puisse y avoir bien plus qu'un snobisme des grades, passé un certain niveau, mais bien une sorte d'emprise ou de domination pseudo-hiérarchique. C'est-à-dire que dès lors qu'on monte dans les échelons du pouvoir maçonnique, il est connu qu'il existe des phénomènes de domination hiérarchique abusive qui utilisent et qui instrumentalisent la franc-maçonnerie comme véhicule pour abriter certaines magouilles sous le couvert d'une certaine discipline maçonnique. C'est connu, c'est documenté, les frangins en parlent,
Les frangins le savent. Dans ma loge, j'ai eu, un certain nombre de frangins qui sont rentrés et réfugiés dans ma loge justement pour et qui racontaient ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'on l'avait fait rentrer d'une certaine façon, on l'avait fait monter rapidement, puis on lui a demandé de courir certaines choses et il a préféré repasser dans une autre, changer de loge parce que ce n'était pas correct. Donc ces cas de conscience-là existent, c'est documenté et beaucoup en parlent et de fait, les gens qui sortent de l'institution maçonnique ne sont en aucun cas des faux frères quand c'est pour une raison comme cela. Simplement, ils tirent parti, ils tirent leçon surtout du fait qu'en effet, il y a un problème de prétention à être une institution vertueuse, pouvant cacher en réalité des magouilles camouflées et que le sceau du secret permet justement de camoufler. Donc ça, c'est le vrai sujet derrière est spirituel, mais c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est tout à fait vrai. C'est de toute façon tout à fait vrai. Donc voilà, soyons lucides là-dessus. Il ne s'agit pas encore une fois d'avoir les yeux de chimène sur l'institution. Il faut avant tout être juste. Je pense qu'il est nécessaire d'être juste. Quand on est juste, on peut exiger beaucoup, mais quand on est juste, surtout, on peut faire le tri. Mais le tri, c'est le problème finalement sur lequel on va arriver, c'est de savoir sur quelle base s'opère le tri. On sait très bien que les magouilles, ceci, cela, ça existe. Néanmoins, le problème est aussi celui de la vérité et également du contrôle de la qualité des enseignements spirituels maçonniques et de l'impossibilité réelle de contrôler vraiment les déviances de type psychopathique chez les humains. Là, ça sera un autre problème. Nous pouvons vraiment avoir ce problème-là avec des gens qui nécessairement vont camoufler leur façon réelle de penser sous une apparence de vertu qui est en réalité contrefaite. C'est inévitable, là pour le coup, c'est un problème absolument incontournable de la question politique, de la question du pouvoir humain, de la question des groupes humains, etc. Donc on ne peut pas vraiment, de mon point de vue, totalement échapper à cette problématique-là. Donc il nous faut en être conscient, je pense, l'apprendre comme ce que j'ai tenté de dire dans le débat justement chez Nicolas Bouvier, c'est que il faut prendre ce problème-là comme l'inévitable problème du pouvoir politique, des réseaux de pouvoir, et de la toujours possible déperdition des vertus initialement proclamées qui vont s'abîmer dans des magouilles parce que la politique, c'est quoi? C'est le partage du gâteau, souvenez-vous. Dès lors qu'il y a un gros gâteau, il y a des tentations. Mais nous reviendrons vraiment sur ce sujet majeur qui est justement que théoriquement, la franc-maçonnerie devrait vraiment former des moines au vrai sens du terme, des moines guerriers, mais qui sont capables de penser comme des moines pour l'harmonie générale. C'est ce que revendiquent les vrais frères, mais il y a beaucoup de faux frères et il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de gens qui sont aussi passifs, qui ne comprennent pas vraiment ce dans quoi ils sont mis et il y a des gens qui ne veulent pas savoir ou qui sont aussi partie du problème. Dès lors qu'on ne veut pas savoir de quoi on est, de quoi on sert les énergies, on fait aussi partie du problème, en fait. Et aujourd'hui, on peut quand même savoir un peu ces choses-là, mais franchement, je n'irai pas là encore blâmer tous les frères parce que par définition, quand on a une vie professionnelle, une vie de famille, on ne peut pas forcément tout savoir du jour au lendemain. Et il y a aussi que par définition, les affaires cachées ne sont pas si visibles pour les nouveaux frères. C'est évident, c'est évident. Donc là, c'était le point sur le snobisme et le suprémacisme des grades au sein de cette partie 3 sur le snobisme des grades. On va avoir donc un deuxième point, le point numéro 2 de cette partie 3, c'est la multiplication des voies et des grades parfois inutile ou hasardeux. Jean Solis sait de quoi il parle, lui, puisqu'il en possède plus de 50. 50 grades, degrés maçonniques, dont certains, nous dit-il, sont vraiment intéressants. Sauf que, sous-entendu, ils ne le sont pas tous. Il nous dit clairement, je cite, souvent on cause pour causer. C'est là où l'on se forge, dit-il avec un humour mordant, éventuellement, au sens anglais finalement, l'idée honnête que si un exposé s'appelle une planche, c'est parce qu'il doit être plat. J'ai vu, dit-il, peu de francs-maçons qui évoluaient réellement grâce à cet exercice maçonnique si typiquement français. C'est là où je ne serais pas totalement d'accord. Là, pour le coup, je dirais qu'il y a un peu un snobisme contre cet exercice de la planche. Je dirais que ce sujet de l'exercice de la planche en lui-même, c'est-à-dire une sorte d'exposé qu'on produit soi-même et que l'on va présenter à l'oral. Je dis que ce sujet est aussi dual. Pour moi, il est dual, mais c'est aussi dual que n'importe quel oral dans n'importe quelle école ou fac ou ce que vous voulez. En fait. Pour moi, le sujet est aussi dual que le problème de la franc-maçonnerie. C'est qu'on a un magma d'enseignements de valeurs diverses, alors que, au final, il nous faut pondre des premières planches à peu près crédibles. Donc, ces premières planches deviennent sensiblement, plus ou moins, ou bien du plagiat, ou bien une exploration, mais quand on explore un peu, on se fait houspiller, ce qui d'ailleurs m'est arrivé. Mais l'intérêt, en tout cas, est de restituer quelque chose de convenu pour les apprentis, pour les compagnons. Et quand on explore trop au-delà des clous, on se fait houspiller, mais j'y vois, moi, une analogie avec les études. C'est-à-dire que, par exemple, dans mes 2 premières années de droit, j'ai compris, j'ai eu du mal à comprendre, mais j'ai compris que les correcteurs veulent avant tout être rassurés sur le fait qu'on a appris le sujet. Il faut d'abord montrer
qu'on est capable de restituer avant de prétendre innover. C'est en ce sens qu'il y a une certaine discipline hiérarchique dans les enseignements maçonniques, mais qui est nécessaire. Mais comme vous l'avez dans n'importe quel apprentissage, en fait. Vous devez d'abord domestiquer ce qu'on vous demande d'apprendre, avant seulement d'innover. Cependant, la construction personnelle de notre propre connaissance commence finalement toujours par la copie des maîtres, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie en Occident, notamment avec le droit de la propriété intellectuelle, qui est l'une de mes spécialités. On oublie aujourd'hui, on a des règles très agressives de la propriété intellectuelle en Occident. C'est-à-dire: «Ouais, j'ai breveté, il faut absolument que tu me payes de l'argent si tu utilises ce que j'ai fait». Sauf qu'en réalité, la civilisation, c'est toujours forgé par la copie de l'élève au maître, par ce rapport de l'élève au maître, du maître à l'élève. C'est que d'abord, on s'abreuve de la connaissance existante chez les maîtres. D'abord, on va imiter les maîtres. Et quand on reproche aux Chinois de copier tel ou tel, la différence ou tel maître, et cetera, ou tel, chef-d'œuvre occidental, mais ils ont raison de le faire. C'est comme ça qu'ils développent leur propre excellence. Vous avez, je crois que j'ai où est-ce que j'ai vu ça récemment? Une extraordinaire sculpteuse chinoise qui était complètement les codes un peu du comment on dirait? Du baroque des Lumières français ou de l'art classique vraiment occidental et c'était d'une magnificence, mais clairement c'était, la copie dans les techniques, mais c'est génial. De même qu'on dit que, on a dit ces derniers temps que les sculptures, l'armée d'argile de tel ou tel empereur de Chine était adaptée de certaines techniques de sculpture plus ou moins grecques. Mais il y a toujours eu ces échanges civilisationnels, il y a toujours eu une fraternité des meilleurs de partout, des meilleurs ouvriers, des meilleurs artistes. Mais ce rapport de maître à élève est nécessaire ou d'élève à maître. Parce que d'abord, on s'abreuve de connaissances existantes, et après seulement, on la domestique en deuxième étape, et après seulement, on va y rajouter notre touche personnelle. Rapprochez cette idée de deux choses. Le chef d'orchestre Nicolaos Harnoncourt, qui, dans un de ses ouvrages qui s'appelle, je crois, Le discours musical, il nous parlait de quelque chose il nous disait, il nous apprend, et il y a un lien avec l'histoire maçonnique en plus, que c'est la Révolution française qui a dramatiquement cassé ce rapport de maître à élève ou d'élève à maître, et donc ce rapport de transmission. Et si vous ne transmettez plus l'héritage de la civilisation, eh bien, vous ne savez plus ce que vous avez à transmettre et vous oubliez des techniques magnifiques qui ont fait la gloire de l'art français. Rentrez dans certaines églises parisiennes, quand vous avez ce qu'ils appellent le baroque des Lumières, à la fois le style des églises avant la Révolution, dont en partie repris d'ailleurs par l'art, par l'époque napoléonien d'ailleurs, avec un retour à l'antique depuis Louis XIV, avec l'art classique, avec voilà, on avait des choses absolument magnifiques. Quand un certain président nous dit que l'art français, je ne le connais pas, c'est que tu t'es pas vraiment baissé pour aller le chercher en fait. Parce que l'art français est puissant et le monde entier vient le voir justement, vient voir le vrai art français classique, mais d'inspiration antique ou en tout cas des techniques artistiques qui sont quelque part immémorielles, mais qui sont, vraiment un héritage civilisationnel né de ce lent travail d'apprentissage de maître à élève et seulement après, l'élève la domestique, puis après il y met sa touche personnelle. La question évidemment de savoir si l'actuelle éducation nationale n'en serait pas un mauvais héritage de cette révolution française qui a cassé ce rapport de transmission de maître à élève, confirmerait de fait le problème actuel en France, c'est ce déni du nécessaire relationnel de maître à élève. Cette question donc reste ouverte en fait, c'est ce que disent, tous les il y avait un autre livre là-dessus, Brigelli ou d'autres disent la même chose, mais je me souviens plus, un autre livre qui disait justement ces choses-là. C'est que depuis Allègre, quand il disait: «L'école, à la papa, les jeunes d'aujourd'hui n'en veulent plus». Non, non, Allègre était un socialiste subversif qui voulait casser, encore une fois, cette relation de transmission, alors qu'il y a nécessairement un rapport de transmission qui est crucial dans l'éducation, dans l'instruction, qu'on devrait plutôt appeler l'instruction. L'éducation, c'est les parents, hein. Mais quand on a le ministère de l'Éducation nationale, on devrait s'appeler, l'instruction nationale, encore une fois. N'empêche que c'est aussi ce que Hannah Arendt disait. Hannah Arendt, dans La crise de la culture en 54, qui s'appelait en anglais Between Past and Future, entre le passé et le futur. Hannah Arendt disait, reprise par un article récent d'ailleurs d'Anne Coffinier, l'éducation est par essence conservatrice en fait. Toute démarche d'éducation, d'instruction devrait être par définition conservatrice. Pourquoi? Parce que elle consiste à retransmettre un corpus de connaissances pour le conserver, conservatrice, conserver, et ce n'est qu'après, au-delà de ce corpus retransmis d'une génération à une autre, ce n'est qu'après que va s'ouvrir le champ de ce qu'une nouvelle génération va ajouter, c'est-à-dire sa propre touche. Cette touche-là, ajoutée par la nouvelle génération, c'est ça qui sera progressiste au vrai sens du terme, c'est-à-dire provenant d'une sorte de progrès ou une intention de progrès ou une intention de rajouter quelque chose. Mais si cette éducation n'est pas conservatrice en ce sens, c'est-à-dire conservant ce qui existait avant,
elle menace d'être de l'endoctrinement vers un progressisme qui sera en réalité un pseudo-progressisme, qui sera en réalité imposé. C'est typiquement la situation actuelle avec le wokisme, qui est battu en brèche, on le voit aujourd'hui par l'administration Trump 2 depuis janvier 2025, c'est important, mais si vous imposez un progressisme comme façon de penser aux jeunes, c'est de l'endoctrinement. C'est pour ça qu'une éducation doit être une instruction sincère doit être éducation puis instruction doit être conservatrice. On conserve, on te retransmet ce qui a été appris de ta génération précédente, avec éventuellement la touche de progressisme de la génération précédente. Mais on ne t'impose pas ce nouveau progressisme. La nuance quand même est ténue parce que là, c'est comme si tout notre corpus était devenu du progressisme et qu'on avait oublié le conservatisme et on pourrait dire: «Oui, oui, mais c'est ce progressisme qu'on transmet et qu'on conserve». Ouais, non, c'est du foutage de gueule, en fait. On impose une façon de penser par théorisme intellectuel et ça devient donc de l'endoctrinement. Mais cette idée est vraiment intéressante à mon avis, que l'on doit donc à Hannah Arendt, donc La crise de la culture. Toute la question finalement est de savoir si ça marche en fait, si ça marche et dans quel sens? Si la transmission marche, si la transmission fonctionne et de fait, si là, le sujet, c'était la planche, je dis que l'exercice est dual pour moi parce qu'on a beaucoup d'enseignements de valeurs diverses et on doit d'abord assimiler pour ensuite domestiquer, pour ensuite retransmettre et que nécessairement, c'est difficile de le faire tout de suite vu l'énorme, magma des enseignements maçonniques et c'est là où nous faire bosser sur un sujet en particulier, c'est intéressant parce que ça nous permet, par exemple, de nous forcer à travailler sur un sujet. Je trouve que c'est très sain dans l'idée, mais c'est comme quand on est forcé à faire un exposé ou un oral ou autre. On est forcé de domestiquer notre sujet. Je ne dis pas qu'à tout le monde, il n'est pas, y compris à moi, arrivé de mauvais, des moments de mauvaise restitution. Vous pouvez trouver sur GPTV 1 ou 2 de mes chroniques qui sont mauvaises ou des des malentendus ou des mauvaises bon, anyway, des ratages, ça arrive, par définition, ça arrive. Qui n'a rien raté n'a rien vécu, de fait. Néanmoins, la question et le résultat va surtout dépendre de la qualité des enseignements. Est-ce qu'ils sont sains ou pas? Et de la qualité des frères d'une loge qui la compose. C'est comme cela que va être nourri l'apprenti, la qualité de sa planche, et cetera. Mais de fait, c'est un problème parce que normalement, tout cela devrait dépendre de la qualité des enseignements maçonniques uniquement. Si les enseignements maçonniques étaient unifiés, je dis qu'il n'y aurait pas autant de déperdition ou autant de delta, de variables, de variations, concernant la question de savoir si chaque apprenti est bien formé, si chaque enseignement est à peu près assimilé, et cetera. Si tout ça était à peu près bien unifié, il y aurait moins ce genre de problème-là et en réalité, les enseignements maçonniques sont divers, les obédiences, les loges sont divers, la qualité des frères est diverse, et cetera, et cetera. Mais s'ils sont divers, pour moi, c'est que d'une façon ou d'une autre, il y a eu une déperdition de connaissances ou bien il y a eu même une subversion qui a modifié certains enseignements ou l'esprit de certains enseignements pour les détourner vers, par exemple, au hasard, la subversion sociétale, par exemple. Il y a aussi un relativisme qui peut faire que, bah, si tous les enseignements, ils sont bons, ils ont pas tort, tout est bon, tout voilà, bah, c'est comme ça qu'on peut avoir des failles et que finalement, on peut former non plus des gens qui sont capables de retransmettre une tradition, mais au contraire des gens qui vont être dans le relativisme constant. C'est le problème, en fait. Ce relativisme, ce conservatisme, ce progressisme, c'est déjà 3 idées intéressantes qui sont articulées toutes les 3 pour nous faire comprendre que, bah, parfois, oui, en effet, il y a de la déperdition. Et de fait, les enseignements maçonniques sont divers, pour le dire pudiquement, voire parfois ils sont complètement contraires selon les obédiences, GOG-LNF, déisme, pas déisme, par exemple. C'est comme les querelles, par analogie aux querelles doctrinales en droit, ou bien les querelles scolastiques en religion. Pour moi, c'est l'indice tout ça d'un Occident spirituellement sous-alimenté, ou au contraire, suralimenté par tout type de pseudo-spiritualité ou de pseudo-religion qui sont pour partie décadentes. Tout ça, c'est un peu là on fait la guerre avec les soldats qu'on a, en fait. Il y a pas mal de déperdition de connaissances, il y a pas mal de il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, à mon avis, il faut trier. Il faut vraiment faire un certain ménage, évidemment et ma phrase ici, enfin, l'idée d'un Occident spirituellement sous-alimenté, c'est une référence à Carl Gustav Jung. «Dans une humanité spirituellement sous-alimentée», disait-il, «Dieu lui-même ne peut prospérer». Dieu ou l'idée saine d'une spiritualité nécessaire. Une humanité spirituellement sous-alimentée, c'est notre situation actuelle. C'est à nous de comprendre, globalement, qu'il nous faut peut-être ramer dans le bon sens, en tout cas qu'à notre époque, nous avons en fait un renouveau de la connaissance dont la franc-maçonnerie n'a pas le monopole. Mais je pense en ce sens que on va arriver à la conclusion que la franc-maçonnerie doit tout de même, par certains égards, se réformer. On va en reparler. Dernier point également concernant ce travail de planche, ce travail si typiquement français, dixit Jean Solis. À moi, il m'apparaît nécessaire parce que, premièrement, pour la domestication personnelle de son propre savoir, dès qu'on bosse un sujet, bah, on le maîtrise mieux que quand on n'a pas bossé, hein, on enfonce une porte ouverte. Par analogie aussi, comme je disais, à l'oral ou au par cœur, dans n'importe quel examen ou en musique, par exemple. Vous ne pouvez vraiment interpréter que ce que vous faites par cœur, en fait. Et par cœur, l'expression française est belle, en fait.
Parce que fondamentalement, c'est vraiment votre cœur que vous allez y mettre, autant votre courage que votre sensibilité personnelle. N'empêche que ça suppose aussi, pour ne pas avoir des trous, ça suppose un tel effort de confiance intérieure et surtout, par exemple, pour les bon, autant pour les instruments, par exemple, le hautbois, une seule partition, ça peut se faire. Surtout s'il y a un orchestre derrière ou quoi. Le trou sera le trou de mémoire sera l'indice d'un manque de confiance intérieure. C'est que quelque part, au fond de soi, on n'est pas assez au clair avec l'idée de réussir et que ça soit normal de réussir. Mais ça, c'est un long chemin que l'on fait en tant qu'artiste pour comprendre que le succès est normal, en fait. Ça, c'est quand vraiment on a développé cette énorme confiance en nous-mêmes. Et moi-même, je le dis d'autant plus que j'ai longtemps été traqueux, tant que j'ai pas compris ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pour ça que c'est intéressant que je vous le restitue, en fait. D'autant plus que le hautbois est un instrument absolument redoutable. J'ai vécu des beaux moments de gloire, mais aussi des moments d'effondrement sous le trac, parce que souvent manque de travail. Parce qu'on dit que sous le trac, quand vous êtes prêt à 100, bah, vous n'êtes prêt qu'à 80 le jour de l'examen. Donc il faut être prêt à 120 pour espérer l'être à 95, mais vous serez jamais prêt à 100. Donc après, it's fun to fail, c'est pas grave de rater, mais normalement, si vous bossez bien, vous pouvez fermer certains angles, mais il y aura toujours une place pour l'humilité véritable de l'artiste parce que quand vous êtes seul sur les planches, à jouer seul face à un public, pareil quand vous dansez, pareil quand vous déclamez, pareil quand vous faites un discours politique, bah, il y a pas de place pour l'échec, en fait. Vous pouvez avoir échoué avant, mais si vous êtes là, c'est que vous devez être suffisamment au clair avec l'idée, au moins que vous intérieurement, vous avez la conviction personnelle que votre propos est juste, que vous avez quelque chose à dire sur scène et le moindre doute en ce sens vous détruira. Donc quelque part, en effet, l'extériorisation et la domestication de notre propre intensité, la domestication notamment par l'art, est une nécessité en tant qu'étape structurelle et structurante pour tout humain. Le drame étant qu'avec aujourd'hui l'éducation nationale et Gabriel Attal ou d'autres zouaves qui veulent nous faire des cours de 8 heures à 18 heures, c'est une connerie. On aurait le même résultat, voire meilleur avec 3 fois moins de cours, mais on laisserait de la place aux enseignements artistiques, manuels, musique, danse, poterie, tout ce que vous voulez, sculpture, tout cela apprend beaucoup plus. La maîtrise du dessin, par exemple, et le sport évidemment. Et voilà, les 3 activités structurantes, les arts, le sport, les arts manuels et entre les arts et les sports, vous avez aussi la danse, mais les arts manuels, ne serait-ce que la savoir faire quelque chose, c'est 10 doigts. Chacun devrait avoir une spécialité manuelle, en fait, si la France était un État bien géré en termes d'instruction et c'est absolument dramatique qu'on crée ce schisme entre les intellectuels et les manuels. Anyway, donc je disais par analogie à l'oral ou au par cœur dans n'importe quel examen, quand vous maîtrisez vraiment votre sujet, ben oui, vous êtes capable de le restituer. N'empêche que c'est inévitable d'avoir des époques, des étapes où vous ne maîtrisez pas encore votre sujet. Et de fait, il y a la domestication personnelle de son propre savoir. Après, deuxième étape, enfin, il y a d'abord l'apprentissage, puis la domestication personnelle, puis la restitution, dans notamment l'enseignement. C'est vraiment 3 ou 4 niveaux de maîtrise. On ne peut restituer que ce que l'on a soi-même travaillé et compris au bénéfice d'autrui. Et l'enseignement, clairement, est en ce sens un degré supérieur de maîtrise, au-delà de la simple maîtrise personnelle du sujet. Mais c'est une évolution naturelle dans tous les domaines, en fait. 3 illustrations de cela. Une citation de Brancusi que j'aime beaucoup: «La simplicité, c'est de la complexité résolue». Quand vous maîtrisez vraiment un sujet, vous pouvez le rendre intelligible et le rendre intelligible à un enfant de 7 ans. Citation également de Léon-Paul Fargue: «La qualité, pardon, c'est de la quantité assimilée». Elle est juste également cette citation. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de travail pour, d'une façon ou d'une autre, pouvoir faire une restitution de qualité et également un minimum de temps de digestion de ce sur quoi on a travaillé. Dans un monde parfait, il faut vraiment anticiper puisqu'il faut d'abord travailler le sujet, le laisser reposer, puis le reprendre avec un œil neuf, puis le restituer. Là, c'est vraiment de l'anticipation. C'est ce qu'on apprend au fur et à mesure, voilà. Et autre citation de Thomas Edison: «Le génie, c'est 5 d'inspiration après 95 de transpiration». Sauf que c'était pas Thomas Edison le génie. Le génie, c'était vraiment, Nikola Tesla, son rival évidemment. Mais bon, ça c'est pour la plaisanterie. Et un autre exemple personnel, je vous dirais la même chose. Quand moi j'ai travaillé sur la traduction du charme discret du djihad, justement sur le sujet djihadiste, sachant que j'avais déjà beaucoup travaillé le sujet pétrole, le sujet, voilà, troupes asymétriques. Ce n'est qu'après avoir travaillé ce sujet-là en profondeur, que j'ai fait les connexions avec l'ancienne expertise française, notamment les gueux de mer depuis les troubles aux Pays-Bas à la Renaissance. Et mon article de fait de synthèse sur les 5 siècles de subversion internationaliste que vous pouvez trouver sur ma chaîne était initialement une proposition d'annexe à cet ouvrage, avant qu'au final on fasse augmenter l'ouvrage en coopération avec l'auteur. Mais donc voilà, j'avais laissé cette annexe, mais ça avait été la prise de conscience en reliant les points. Mais après beaucoup de travail en fait. Rien ne remplace le travail. Par contre, quand on a atteint un certain point de maîtrise, on a envie de créer des synthèses pour que les autres puissent passer moins de temps pour mieux comprendre le sujet
et donc potentiellement passer plus de temps à ajouter encore une meilleure compréhension ou des éléments en plus, voilà. L'idée, de fait, c'est ce que je suis en train de faire là pour vous, c'est que l'idée, c'est de vous faire gagner du temps, en vous faisant comprendre un sujet globalement brossé, pour qu'au final, vous puissiez gagner du temps et vous-même comprendre un sujet que vous allez domestiquer, ce faisant et auquel vous rajouterez à la fois vos connaissances, vos tropismes personnels et demain, c'est vous qui ferez ce que moi je suis en train de faire, en fait. En ce sens, les vrais maîtres ne créent pas des suiveurs, ils créent d'autres maîtres. Cependant, une limite tout de même à ce que Jean Solis disait à raison sur l'exercice de la planche en tant qu'exercice typiquement français avec un petit peu de snobisme, ouais, c'est typiquement français, c'est pas super. Je dirais qu'il y a quand même une limite qui est réelle, c'est le suprémacisme typique des intellectuels contre les manuels. Et ça, vraiment, en effet, c'est typiquement français. Cette frontière abusive, le maréchal Lyotet en parlait déjà d'ailleurs dans le rôle social de l'officier, c'était en 1891, un livre vraiment à lire, très intéressant. Justement d'ailleurs sur cette domestication du savoir. C'est-à-dire que l'exercice de la planche maçonnique, s'il n'est pas assez encadré, si les nouveaux frères ne sont pas assez encouragés ou bien pris en main, eh ben, ça peut aboutir en effet à développer ou à alimenter ou à entretenir ce que l'éducation nationale, la mal nommée, crée déjà, c'est-à-dire un complexe chez les frères qui n'ont pas été assez formés à la maîtrise d'un sujet à l'oral, par opposition à ceux qui ont pu l'être. Par exemple, si vous avez un frère maçon, maçon opératif, qui est vraiment maçon dans la vie réelle, aussi génial qu'il pourra être, il pourra facilement être complexé face à un frère énarque qui lui aura été formé à la dure, à justement des restitutions orales impeccables, nickel. Que je vous donne un exemple, c'est absolument incroyable, par exemple, le lycée Henri IV, pour avoir quelques amis ou amis US qui y ont été dans les classes prépa justement en vue de l'ENS, en vue de l'ENA ou autre. Vous avez une logique du marche ou crève qui est absolument incroyable, qui joue avec la fatigue, qui joue sur l'épuisement et qui vous fait faire des exposés tellement millimétrés et surtout qui font que les élèves se font parfois tellement engueuler qu'ils en sont traumatisés à vie. Et c'est vrai que ça crée des machines de guerre, des bêtes à concours après. Je suis, pour moi, contre ce genre de truc parce que ça détruit plus que ça ne crée, vraiment. Mais je pense qu'on pourrait faire, c'est un peu comme Full Metal Jacket en fait. La tirade du sergent d'armement Hartmann. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Mais plus vous me haïrez, et mieux vous apprendrez. Eh bien non, pas forcément. Ça, c'est l'esprit typique, ça serait le bon esprit de l'armée française, en tout cas dans ce qui n'est pas dévoyé, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écrabouiller camarades pour apprendre ensemble. Par contre, on nous pousse jusqu'à nos retranchements, mais on ne va pas pour autant détruire la personnalité d'un humain. On le met à l'épreuve, c'est nécessaire parce que c'est en le mettant à l'épreuve qu'il sera au-dessus de lui-même, mais c'est pas pour autant qu'on le détruit réellement. Au contraire, on l'amène à être autre chose, à être supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà. C'est aussi le thème du film Whiplash. Vous voyez le film Whiplash, très intéressant là-dessus. Jusqu'à quel point on est légitime à forcer au travail pour faire accoucher quelqu'un de sa meilleure performance avec du travail, du drill, de l'entraînement jusqu'à l'épuisement ou du dressage de caserne, du Schliff, der Feinschliff en allemand, le dressage à la prussienne. On disait avant le dressage de caserne, on oublie ces termes-là. Mais le dressage de caserne a du bon, en fait. On crée, déjà, on fait aller, on fait en sorte que des humains aillent bien au-delà d'eux-mêmes, mais également, on crée une camaraderie qui ne serait pas possible qui n'est pas possible que tant qu'on n'en a pas vraiment bavé des ronds de chapeau ensemble. Donc, dualité de ces choses-là, entre le trop et l'autre peu. Vous voyez le film Whiplash, qui est très intéressant là-dessus. Donc, le complexe, quelque part, des manuels contre les intellectuels, ça, c'est une conséquence réelle. Mais je pense que si la chose est bien faite, on peut au contraire avoir une restriction de ce fossé entre les manuels et les intellectuels. Mais je pense que ça ne serait plausible que si l'éducation nationale faisait vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup moins de cours intellectuels et beaucoup plus de cours manuels et beaucoup plus de développement d'art et des intensités, etc. Parce que l'art apprend notamment, nous en apprend plus sur nous-mêmes, de façon tout à fait complémentaire au sport collectif, à la danse étonnamment. Voilà, tout ce qui nous force à aller au-delà de nous-mêmes. Mais le fait d'avoir beaucoup trop de cours intellectuels et beaucoup trop peu de manuels crée une frontière en France qui est absolument malsaine, justement. Bon, sujet incident, mais je pense que c'est un vrai problème qui, pour le coup, est beaucoup plus le vrai problème typiquement français, plutôt que le seul exercice de la planche, qui peut être un exercice très bon, en tout cas dual, mais très bon quand il est bien pris en main, quand il est bien fait dans le bon contexte. Ce sera ma conclusion sur ce sujet. Ceci donc par analogie à un véritable problème d'ailleurs dans la franc-maçonnerie, de l'avis des plus anciens frères érudits. C'était un véritable érudit en fait, c'était le pilier de ma loge que j'avais cité plus haut, qui m'avait dit que les véritables problèmes de la franc-maçonnerie ont commencé avec le passage de la franc-maçonnerie spéculative à la franc-maçonnerie
opérative. Et ça, c'est vraiment l'avis des anciens que j'ai entendu pas qu'une fois et que j'ai lu aussi. Et de fait, c'est une réalité historique sur laquelle nous reviendrons à l'envi, je vous le promets. Ça, c'était donc le point numéro 3 du sommaire. Snobisme des grades, voire le suprémacisme, la prolifération des voies de grès inutiles, le sujet également des planches. Nous avons, donc avec ce, faisant partie de ce snobisme, nous avons en point numéro 4 un risque réel d'entropie ou d'effondrement de la franc-maçonnerie. Alors l'entropie, c'est la déperdition. C'est à la fois la mesure de l'incertitude ou du désordre dans un système initialement harmonieux ou ordonné, selon les configurations imprévues qu'il va adopter par la suite avec son fonctionnement. On a un cas excellent en ce moment avec les moteurs, Peugeot de PureTech, les PureTech, je crois 1,2 litre, si je ne me trompe pas, qui initialement partaient de plein de bonnes idées, mais qui arrivent à être absolument terribles, qui pourtant étaient super bien en termes de consommation, mais qui s'avère être une usine à gaz qui le moteur s'autodétruit lui-même. Donc un peu terrible. Exemple d'entropie, par exemple. Mais parce que les constructeurs ont été aiguillonnés par les normes environnementales qui font qu'aujourd'hui les moteurs sont bien moins fiables et en plus c'est aggravé par les biocarburants qui bouffent certaines courroies, etc. Mais ça, il faut être mécanicien chez Peugeot pour le savoir. En thermodynamique, donc on a aussi l'idée qu'une certaine énergie utilisée par le système va être perdue et ça va augmenter donc au fil du temps, il va y avoir une déperdition d'énergie, ce qui est d'ailleurs le second principe de la thermodynamique. Ça veut dire que l'entropie d'un système va faire que on va perdre une partie de la puissance initiale ou de la crédibilité initiale, ce qui veut dire que un système peut s'effondrer sous le poids de son propre fonctionnement. Et quand vous faites rouler une voiture, il y a un moment, si vous arrêtez d'accélérer, elle s'arrête. C'est le même principe, voilà. Donc dès lors, en fait, pour, ce que disait donc dans l'introduction de l'ouvrage dont je vous ai parlé, donc les 15 sujets qui fâchent les francs-maçons, ça ferait presque un alexandrin. Jean Solis nous disait que la franc-maçonnerie, je cite: «Institution typique, institution déjà ancienne, société malgré tout honorable, subit les assauts apocalyptiques du temps. Aujourd'hui, l'homme ne croit», c'est aussi le reflet de la société actuelle, «l'homme ne croit plus comme avant, il n'espère plus comme jadis, il ne reste pas comme il y a longtemps». Oui, parce qu'avant, la connaissance n'était presque que dans la franc-maçonnerie. En tout cas, à certaines époques. En tout cas, au XVIIIe siècle, on pouvait très bien amener vers ce type de pensée qui, aujourd'hui, est vraiment illusoire, surtout à l'époque d'internet, en fait. Il y a cependant, par contre, dans le propos de Jean Solis, là, c'est moi qui rajoute, une dimension mythification, mystification. Je m'explique. Lorsqu'il dit, je cite: «La société européenne, occidentale, judéo-chrétienne, mondialisée», avec 4 tirets, «va vivre plus ou moins bien les conséquences remarquables de l'entropie de ses propres institutions. Cela va de soi, de toute façon, car tout ordre matériel est fait pour mourir et se régénérer. Meurt et devient», disait Goethe. Logique derrière, ésotérique, maçonnique, mais surtout ésotérique plus que maçonnique, c'est que Solve et Colagula, vous avez plein d'adages alchimiques comme ça. C'est comme l'ordre du chaos. Nous avons en fait, ce que Blavatsky appellerait l'universelle loi cyclique des choses, la cyclicité des choses. C'est-à-dire que tout système qui tient, bah, un jour ne tiendra plus. Tout système politique parfait, demain ne le sera plus, parce que les choses auront changé, les temps auront changé, l'influence des astres, tout ce que vous voulez, la forme des nuages, tout aura changé. Donc, par définition, ce qui tient aujourd'hui ne tiendra pas forcément demain. Tout ordre matériel est fait pour mourir et se régénérer, c'est vrai. Néanmoins, on peut également avoir une vision abusive et totalement révolutionnaire, subversive. Tout ordre qui tient, bah, on est là pour le détruire. Ça, c'était les révolutions françaises, révolution bolchevique, et la franc-maçonnerie a eu une énorme responsabilité là-dedans. C'est un peu le problème dont ne sont pas conscients tous les frangins, voilà. En tout cas, ici, il y a aussi dans cette expression, la société européenne, occidentale, judéo-chrétienne mondialisée, va vivre donc l'entropie. Ici, le terme judéo-chrétien est déjà en soi l'objet d'une grande lutte d'influence, qui se révèle même déjà être une torsion, ou plutôt le reflet d'une lutte d'influence. Je m'explique. Parce que d'un côté, en effet, la franc-maçonnerie s'inspire d'un christianisme gnostique qui est mal connu, il n'est connu bien plus que par ses détracteurs, longtemps combattu par le christianisme catholique, historiquement, alors que c'est moins le cas pour l'orthodoxie. Dans l'orthodoxie, ils ont gardé Sophia, par exemple, le principe féminin, ce qui est déjà très différent. Mais pour ce christianisme gnostique, par définition, il est peu connu que le Dieu, entre guillemets, de l'Ancien Testament n'était pas le Dieu, entre guillemets, du Nouveau Testament. Et ça pose un gros problème, parce que de l'autre côté, la franc-maçonnerie est résolument judéo-chrétienne, comme nous le verrons. C'est-à-dire que quand on monte notamment dans le RE2A, au-delà du troisième grade, on s'intéresse beaucoup à l'Ancien Testament. On reviendra sur ces sujets-là, mais au risque de révéler un certain tour de passe-passe historique, on verra qui a pu impliquer en conséquence de fait de prendre certaines libertés par rapport à l'histoire réelle du christianisme occidental, on a une franc-maçonnerie aujourd'hui restrictivement judéo-chrétienne, alors que
Les confréries opératives, historiquement à l'origine de la franc-maçonnerie, elles étaient restrictivement chrétiennes dans l'Occident médiéval et elles n'auraient jamais, toléré certaines déloyautés qui sont bien plus, des innovations, de l'Ancien Testament plutôt que du Nouveau Testament. Ça, il faut lire notamment Christian Jacques là-dessus, le message des bâtisseurs des cathédrales. Il voyait également les conférences de Marion Sigaud là-dessus, sur le fait qu'on n'aurait jamais, que la publicité, c'était considéré comme de la déloyauté d'un artisan à un autre, par exemple. Les confréries ne se tiraient pas la bourre, méchamment. Les confréries étaient dans une élévation du métier, mais certainement pas dans l'idée qui est devenue plus tard la base du capitalisme moderne, c'est-à-dire: «Baise ton prochain». On reviendra sur ces sujets-là, c'était le génial livre de Dufour que Pierre-Yves Brujon avait présenté sur la fable des abeilles de Mandeville. La base du capitalisme moderne, c'est baisse ton prochain. C'est de la compétition écrasante et déloyale pour détruire par malveillance l'autre, mais c'est une déconnexion d'une exigence spirituelle qui était celle de l'Occident médiéval chrétien. Et bien tout cela a laissé sa place. Donc les confréries opératives ont laissé la place à une franc-maçonnerie spéculative qui, par bien des égards, prétend avant tout étudier les textes de l'Ancien Testament comme s'il s'agissait d'enseignements équivalents au Nouveau Testament ou bien à certains anciens paganismes ou à la vraie philosophie ancienne. Donc on verra qu'il y a des luttes d'influence, on verra qu'il y a des bizarreries, qu'il y a de la déperdition de connaissances au minimum en tous les cas, c'est absolument évident. Mais dès lors, on le verra en long, en large, en travers, il y a plusieurs étages de lutte d'influence qu'il nous faudra clarifier. Il y a l'histoire des mouvements plus ou moins ésotériques modernes, qui doit être superposée à l'histoire réelle, l'histoire exotérique. Or, comme on l'a vu précédemment, c'est qu'il y a plusieurs histoires superposées et que l'histoire exotérique moderne, à partir de la Renaissance, est clairement, elle aussi, l'objet d'une lutte d'influence par bien des égards. C'est ce qu'on a déjà vu dans nos émissions et mes articles sur les 5 siècles de subversion internationaliste. C'est-à-dire que nous constatons, tant dans l'histoire ésotérique qu'exotérique, de fait, qu'il y a tout un magma de lutte d'influence qui va dans les 2 sens, dans l'histoire de l'Occident et même dans l'histoire du monde actuellement. On a des incertitudes qui entretiennent des incertitudes de part et d'autre, avec une interconnexion entre l'exotérique, l'ésotérique, des incertitudes des 2 côtés, et bah, ça crée une société incertaine, ça crée, on va dire, un Occident, encore une fois, une humanité spirituellement sous-alimentée, et spécialement en Occident. Donc dès lors, Jean Solis, en fait, dans le livre dont je vous parlais, posait un diagnostic général sur la franc-maçonnerie et sur sa fragilité actuelle. Je cite: «La franc-maçonnerie qui calque ses modes de gouvernance soit sur le modèle politico-profane et biodégradable commun», sous-entendu les modèles politiques qui tiennent sont biodégradables, sont voués à, se changer avec le temps, voire, subir une entropie dont on parlait tout à l'heure, soit également, donc on avait le modèle politico-profane d'un côté, soit sur un mode dictatorial inspiré par des textes fondateurs mal interprétés. La franc-maçonnerie pense donc rarement sa construction avec liberté et recul. Il concluait: «Elle va connaître ses épreuves, elle aussi». Je considère, faites l'analogie aux vidéos sur le karma qu'on va reprendre, je considère ici vraiment par analogie au sujet du karma, de fait, il existe un karma individuel personnel, mais il y a aussi plusieurs formes de karma collectif qu'on reverra dans les vidéos ésotériques avec un grand Z. Il y a un karma des nations, mais il y a un karma des institutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Également, pareil, un karma des religions. Donc qu'il s'agisse de la franc-maçonnerie, comme de l'Église catholique ou de toute autre institution, selon la qualité des enseignements sur lesquels elles sont basées, eh bien, elles prospèrent ou elles s'effondrent. Et c'est le sort universel des institutions humaines. De fait, pour résumer le sujet de fond, tout ce qui est basé sur des enseignements déficients s'effondre avec le temps. On juge l'arbre à ses fruits et surtout dans le temps. C'est comme ça qu'on distingue les idées qui sont saines d'un côté ou les idéologies de l'autre. Je vous renvoie vraiment à ce que j'ai déjà dit concernant la politique, l'art de la politique, comme étant le partage du gâteau sur le temps long. C'est pas partager le gâteau aujourd'hui ne suffit pas. Il faut que ça soit un partage pérenne sur le temps long. Et de fait, l'institution maçonnique est aussi politique. Pourquoi? Parce que, comme pour le partage du gâteau, dès que vous avez une décision à prendre entre 2 personnes, c'est déjà de la politique. Dès que vous avez des interactions associatives ou, au sein de loges et compagnie, c'est la même logique. Vous avez toujours des dimensions politiques, un mélange d'affabilité et de directivité nécessaire, mais également, tout cela doit être conditionné par la qualité des enseignements. Si les enseignements sont de qualité, tout cela donne une spirale montante, élévatrice pour tout le monde. Si au contraire les enseignements sont déficients, eh bien tout s'effondre avec le temps. Là, on enfonce une porte ouverte, mais c'est important de l'énoncer comme ça, je pense. Donc, suite du sommaire, les solutions qu'envisageait Jean Solis à partir de ça, de fait, évoluer ou s'éteindre. Pour la franc-maçonnerie, il s'agit d'évoluer ou de se réformer ou bien, s'éteindre, s'effondrer sur elle-même par entropie.
par déperdition de l'énergie inévitable, mais surtout parce que, je le dirais, je le dis là, mais parce que notamment ces enseignements seront ou sont déficients. La solution que Jean Solis propose contre cela, c'est déjà, solution évidente, il faut payer d'exemple. Il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que de mauvais officiers. Jean Solis, en ce sens, posait en 2008 la question de savoir si les chefs maçonniques, si les dignitaires, ceux qui gouvernent matériellement les maçons ou prétendent parfois les guider spirituellement, dixit, si ces chefs, donc ces dignitaires, sauront prendre le tournant. Jean Solis racontait donc plein de sous-entendus, il énonçait, il fustigeait un peu, il évoquait les chefs qui se font élire, entre guillemets «réellement élire» ou bien par acclamation, ou bien ceux qui s'autodésignent, sous-entendu qu'il y a des chefs qui s'autodésignent et que ça donne vraiment des gens dont on ne connaît pas trop la légitimité. Je vous renvoie encore une fois à Sophie Coignard là-dessus qui donne des exemples de cela. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Le problème, c'est moi qui rajoute là, le problème, c'est que ces autodésignations, elles ont commencé dès les origines de la franc-maçonnerie. Comme nous le verrons, ça veut dire que le vrai sujet, c'est au nom de quoi on crée une société secrète pour faire évoluer la société. Il y a une imposture quelque part. Donc, ceux qui s'autodésignent, il parlait donc de Chancelis parlait des chefs qui s'autodésignent ou bien ceux qui atterrissent là par l'inéluctable gérontocratie érigée en tradition. C'est encore un autre problème. Donc on a, en listant les problèmes, savoir si les chefs donc se font réellement élire ou bien élire par acclamation avec un petit peu de manipulation macro-sociale. C'est comme les votes à main levée, hein. Ou bien ceux qui s'autodésignent, ou bien ceux qui atterrissent là uniquement parce qu'ils sont nommés par une sorte de gérontocratie érigée en tradition. Cependant, là, c'est moi qui rajoute, de quel tournant on parle là? À mon avis, cela ne peut passer que par une réforme, une réactualisation des enseignements maçonniques. C'est-à-dire que, de fait, un tri majeur doit être fait entre le bon grain et l'ivraie, outre une analyse historique des causes et des conséquences dans l'histoire, qui permettrait de mettre en évidence une différence entre les idéaux proclamés d'un côté et les réalités engendrées de l'autre. Outre évidemment un effort de synthèse qu'il faudrait faire de tout ça, c'est ce à quoi je m'attelle là, je ne suis pas le seul, mais voilà, en tout cas c'est ce que je vous propose. Mais cette synthèse ferait déjà un travail énorme en fait, aggravé de fait en plus par les luttes d'influence de notre époque, parce que sur tous les sujets qui sont l'objet d'autant de luttes d'influence, et ben, dans l'histoire réelle de notre époque, rien qu'en Occident, il y en a beaucoup. Et ça se superpose à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un sujet avec des luttes d'influence, qui sont aussi le reflet d'une histoire, etc., vous avez des arborescences. Pour en faire une synthèse, au final, bah, il faut avoir un peu étudié le sujet, ou bien capitaliser sur d'autres synthèses qui existent ou bien les remettre en forme différemment. En tout cas, c'est un travail de bénédictin et c'est ce que je vous propose de faire petit à petit avec vous. Néanmoins, voilà. Vous avez aussi une réforme, réactualisation, le fait que un verrouillage de la connaissance, un verrouillage de l'enseignement soit organisé aujourd'hui en Occident. Quant à l'histoire, spécialement dans les universités occidentales, il y a une courroie de transmission, non sans lien avec la franc-maçonnerie, qui fait que, de toutes les façons possibles, en premier lieu, on va finir par aboutir à un terrorisme intellectuel évident en Occident. Un terrorisme intellectuel évident en Occident, qui est notamment documenté dans un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Prolonger l'agonie. Une étonnante, un livre génial sur les causes de la prolongation artificielle, du déclenchement et de la prolongation artificielle de la Première Guerre mondiale, comme ayant été organisé par des réseaux constitués, pas que maçonniques pour le coup, hein, mais notamment maçonniques, mais on parle bien plus des tables rondes de Lord Milner. Par contre, avant, ces choses-là étaient connues des initiés. Vous trouviez ces informations-là dans des livres très dispersés, des banquiers initiés, des agents de renseignement, des politiciens qui ont écrit leurs mémoires, etc. Vous pouviez rapprocher, vous pouviez combiner ces choses-là et vous pouviez déjà en avoir une vision juste. Mais c'était des livres souvent peu connus. Là, nous avons un livre, Prolonger l'agonie, qui est particulièrement intéressant, mais dans l'introduction duquel, on a des profs d'université qui nous disent clairement que certains profs ont témoigné sous couvert d'anonymat parce qu'ils y auraient perdu leur métier s'ils avaient été connus qu'ils participaient à ces travaux. Ça veut dire qu'il y a un terrorisme intellectuel évident dans les universités occidentales, et pas que sur le sujet maçonnique, mais non sans lien avec la franc-maçonnerie, même s'il y a d'autres réseaux qui ont voulu la Première Guerre mondiale. Mais on verra que c'est pas tant que la franc-maçonnerie pilote les choses, mais qu'elle sert de courroie de transmission, par certains égards, en tout cas dans l'histoire, ou bien qu'elle sert de réseau de présélection, vous dirais-je plutôt. D'où donc l'intérêt de ce qui se passe en ce moment même aux États-Unis, parce qu'on a une véritable lutte contre cette subversion sociétale, toujours l'expression de Roger Mucchielli, même si la question se pose de savoir jusqu'à quel point ira cette lutte, pourra aller cette lutte
au vu des puissants intérêts qui sont ainsi dérangés dans le contexte donc de Trump et Elon Musk, donc contre le wokisme et contre cette subversion sociétale, ce qui devrait s'appeler de la subversion sociétale et même de la guerre spéciale, le fait de créer toujours des partis radicalisés pour les voir s'affronter, syndrome Charlottesville, août 2017, CF, mon ouvrage là-dessus. Nous avons une logique de subversion sociétale obtenue par guerre spéciale, qui aboutit à l'autodestruction d'un Occident qui ne sait même plus où il habite, qui ne sait même plus de quoi il est l'héritier. Problème également, rajoutons, de la transmission aux jeunes au sein de la franc-maçonnerie, mais pas que au sein de la franc-maçonnerie. Le problème plus global, c'est celui de la façon dont des leviers peuvent être trouvés dans l'esprit de la génération actuelle pour faire renaître la compréhension et la nécessité de la compréhension de l'importance de son héritage, donc faire renaître tout ça dans l'esprit des plus jeunes, avec l'idée également que quand on ne sait plus où on va, il faut regarder d'où on vient. Et si on tue le passé d'un peuple, on tue son futur. C'est Kundera, c'est tous les dissidents de l'Est l'ont compris. Mais qui a voulu tuer l'histoire des peuples occidentaux? Ça serait une autre question. Je pense qu'on peut trouver une réponse intéressante dans la persécution de saint Paul, dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire les luttes d'influence interne au sein du judaïsme et une logique anti-spirituelle qui a pris le contrôle de certaines branches du judaïsme jusqu'à notamment la révolution bolchevique et même encore aujourd'hui. On a des logiques anti-spirituelles là-dessus, mais qui sont des idéologies en fait, qui n'ont rien à voir avec la religion, que ce soit le judaïsme, le christianisme. Nous avons des logiques fanatiques, l'islam bien sûr, des logiques fanatiques qui aboutissent à ce que des humains se prennent pour Dieu ou prétendent garantir leur suprématie justement par du suprémacisme, c'est-à-dire l'abaissement artificiel des autres pour pouvoir régner. Et clairement, au sein d'une institution de pouvoir, vous pouvez avoir ces problèmes-là. Dans tout pouvoir constitué, vous avez la tentation, pour garder le pouvoir, de rabaisser le peuple. C'est 1984, il faut que les prolétaires restent en bas. C'est ce que dit Brigelli. On veut 20% de gens qui comprennent le système et 80% qui le subissent. Ça devrait nous faire réfléchir. Mais il y a une analogie claire avec les déboires de la mal nommée éducation ex-instruction nationale. Et de fait, ce dont je vous parle là, il s'agit d'une responsabilité civilisationnelle qui consiste à trier le bon grain de l'ivraie, à pouvoir également recentrer nos enseignements civilisationnels, quitte à les défalquer, quitte à défalquer plutôt ceux qui ne sont plus tenables, parce qu'infondés ou bien caduques aujourd'hui, à notre époque. Donc on a des enseignements civilisationnels dont on va pouvoir retirer certaines scories, caduques, anciennes, infondées, foireuses, ou incompatibles avec les meilleures compréhensions de l'histoire, de l'archéologie, de tout ce que vous voulez aujourd'hui. Je ferai une analogie avec plusieurs adages des officiers français, notamment, bien que ça soit une idée universelle dans l'art de mener les humains. Si tu t'arrêtes, ils s'assoient. Si tu t'assois, ils se couchent. Si tu t'arrêtes, ils s'assoient, ils vont s'asseoir. Si tu t'assois, ils vont se coucher. Ça veut dire qu'il faut payer d'exemple, c'est ce que disait Jean Solis. Et aussi un autre adage qui m'a marqué, quand on est juste, on peut exiger beaucoup. C'est le rôle social de l'officier, encore une fois, mais voilà, c'est très juste. Il faut être juste avec ces hommes, il ne faut pas les rabaisser, en fait. C'est pour ça que Full Metal Jacket est en fait un film subtilement mais profondément antimilitariste, et je pense qu'il est d'ailleurs inspiré du Pistonné, un film français précédent, dans la même ambiance. C'est de la subversion sociétale subtile, tout ça. Cependant, je précise aussi, précisons que la franc-maçonnerie est une institution civile, et là je ferai une autre analogie. C'est une comparaison qui est faite dans Comment se faire des amis. C'est un classique des réseaux d'influence de Dale Carnegie, qui évoquait un officier prussien, peut-être que c'était von Steuben, je me souviens plus, mais qui devait commander d'un côté des Minutemen américains, qui étaient initialement des civils, mais qui avaient l'habitude des soldats prussiens auparavant, qu'il était préalablement habitué à commander. Chez les soldats prussiens, il y avait une obéissance aveugle. Il y avait un dressage de la caserne à la prussienne qui était fait, et en plus qui historiquement avait une raison, c'est que c'était des armées de paysans mais rapidement mobilisables. Ça veut dire qu'on avait un corps de sous-officiers et de soldats qui servaient, en cas de guerre, à former directement des officiers et des sous-officiers, tandis que le paysan devenait soudainement un soldat. Et que les paysans ne faisaient qu'un service de, je crois, 3 semaines dans l'année, mais ça devait être hyper dressé, hyper discipliné, parce que au dessus la hiérarchie était très bonne. Donc, s'ils savaient hyper bien obéir, on s'en sortait. Et c'est comme ça que l'armée prussienne a été puissante. Également par le recyclage de principes napoléoniens, notamment l'Auftragtaktik, qui était en fait ce que Napoléon avait théorisé, c'est-à-dire une sorte de liberté de l'intelligence de l'officier au contact de l'ennemi. Napoléon disait, un officier qui exécute aveuglément un ordre dont il sait que sa compagnie, que ça va créer des morts inutiles, est un criminel. Ce qui a donné l'Auftragtaktik des Prussiens, c'est-à-dire cette liberté dans l'intelligence de l'officier qui voit mieux la situation que l'ordre qui vient d'en haut. Et c'est ce qui a fait encore une fois la force de l'armée napoléonienne, mais aussi prussienne par la suite, qui a été récupérée par, comment il s'appelait, c'était Gneisenau, Scharnhorst et Gneisenau, avec Clausewitz évidemment. Donc ça c'est pour l'incise. Mais donc, on avait l'officier prussien qui voyait différemment les Minutemen parce qu'il voyait qu'eux n'avaient pas été ainsi dressés en caserne. Ça veut dire qu'il lui fallait recourir à un
savant mélange de persuasion et de conviction pour obtenir leur consentement qui était nécessaire. Parce que c'était des civils, c'était une logique héritée de la vie civile, de la débrouillardise des pionniers, mais ce n'étaient pas des soldats prussiens dressés à la prussienne. Et donc c'est en ce sens qu'il s'agit de fait de trouver les leviers humains permettant à chacun de considérer soi-même comme se considérer comme un dépositaire d'une certaine civilisation occidentale et également responsable de la faire perdurer. C'était Jules Monneron, c'est Pierre-Yves Rougeron qui l'avait cité une fois. La France doit être voulue à chaque génération. Vous qui m'écoutez, c'est votre tour. Pareil pour la civilisation occidentale, pareil pour ce que nous avons de bon à transmettre dans notre civilisation et surtout pour défalquer, pour trier le bon grain de l'ivraie. Dans un contexte de géopolitique changeante aujourd'hui, nous avons un Occident spirituellement sous-alimenté, nous avons même un Occident qui méconnaît ses propres préceptes et principes. C'est ce que la diplomatie russe aujourd'hui nous dit, aujourd'hui d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous voyez sur mon compte X, j'en ai parlé, en relayant Lavrov, mais c'est ce que disent, c'est à raison en fait. Nous avons un élément déterminant dans ce que je vous raconte, c'est la qualité des enseignements. On ne peut convaincre sur le temps long qu'avec des enseignements sains. Ceci par opposition aux idéologies qui, encore une fois, s'effondrent toutes seules dès qu'elles ne sont plus financées artificiellement. Et le sujet est plus global dans un contexte de décadence de l'Occident face aux BRICS, en fait, parce qu'on a un droit international qui convainquait tout le monde quand il était bien appliqué, mais qui est de plus en plus contesté au fur et à mesure que le véritable droit international, en fait, a été complètement bafoué en Occident dès la Première Guerre mondiale, et c'est absolument incroyable, en fait, de le constater vraiment. N'empêche que, dans ce contexte-là, aujourd'hui, l'Occident, notamment en Ukraine, violent et violent et violent encore plus le droit international, et si c'était que l'Ukraine, Libye, Irak et compagnie, nous avons des interventions illégitimes de l'OTAN. Lisez Daniel Egan sur les guerres illégales de l'OTAN, par exemple, jusqu'à l'Ukraine. C'est incroyable. L'Occident se rend aujourd'hui comptable, l'Occident subverti se rend complice d'une logique de guerre délibérée et n'est plus crédible en ce sens face aux BRICS. Les BRICS aujourd'hui, notamment la Russie et la Chine dans leur diplomatie, sont beaucoup plus dans les canons du droit international et de la véritable diplomatie, avec majuscule, que l'Occident détourné actuel, notamment au sujet de la guerre d'Ukraine. C'est un véritable problème aujourd'hui. D'où encore une fois donc l'importance de se poser les bonnes questions dans l'enseignement pour mettre en mouvement par la question les humains. Et c'est le propre de toutes les écoles d'élite, notamment les jésuites ou les francs-maçons, avec des méthodes très similaires, notamment la mise en mouvement par la question, d'où la logique. Également des francs-maçons d'ailleurs qui se considèrent souvent comme des moines, plus ou moins des moines laïcs par certains égards, des moines laïcs ou des moines déistes en fonction de telle ou telle franc-maçonnerie. Et de fait, le fait qu'il y ait déjà une opposition entre deux types de franc-maçonnerie, c'est déjà un problème en fait. Nous avons une franc-maçonnerie, une anti-franc-maçonnerie, en tout cas, une franc-maçonnerie déiste, une franc-maçonnerie qui affecte de ne l'être absolument pas. Je vous donne un exemple, c'était mon père qui avait fait un bref passage dans le Géo, qui s'était vu à un moment lorsqu'il avait parlé de Dieu, il s'était vu répondre: «Qui? Qui? Quoi ça? Quoi? Qui?» Et comme pour vraiment faire sentir un début de terrorisme intellectuel contre mon père, quand il avait parlé de Dieu, d'une idée divine, d'une idée supérieure, et pourtant le Gadu, le grand architecte de l'univers, c'est cette idée divine, c'est ce Dieu inconnaissable, qu'on l'appelle d'une façon ou d'une autre, il y a une idée supérieure. Et là, on avait au contraire un militant, un idéologue antidéiste au sein de la franc-maçonnerie, et de fait, c'est le grand problème du Grand Orient de France, qui passe pour être la franc-maçonnerie la plus nombreuse en France, la plus influente, celle qui a été à l'origine de la Révolution française. Ils ne sont pas tout le temps clairs là-dessus, mais c'est quand même évident. On aura donc un problème. On a d'un côté des moines honnêtes, et de l'autre, on peut avoir des commissaires politiques plus ou moins subtils ou pas du tout. Donc des idéologues d'un côté, ou des gens qui essayent honnêtement d'amener les gens à plus qu'eux-mêmes, par une société initiatique qui en apprend aux humains sur eux-mêmes. Mais encore une fois, il n'y a pas une franc-maçonnerie, il y en a au moins deux. Tout ceci pour retrouver Platon, en fait, pour retrouver cette citation de Platon. C'est que, je cite, si on interroge bien les hommes, en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. Ça, c'est la vraie philosophie. C'est la vraie philosophie antique, c'est la vraie façon d'apprendre, telle que nous l'oublions de plus en plus aujourd'hui. N'empêche qu'il faut de toute façon y retrouver parce que c'est cyclique et on va y revenir de toute façon. De même qu'aux États-Unis, nous avons une révolution conservatrice en cours. C'était un des chanteurs des Sex Pistols qui disait en 2016, de façon visionnaire, le conservatisme est devenu le nouveau punk. Conservatism is the new punk. Dans les années 70, les punks étaient novateurs, ils prenaient le contre-pied d'une société conservatrice, sauf qu'aujourd'hui, c'est eux qui redeviennent conservateurs après avoir foutu le bordel ailleurs, quoi. Mais bon, c'est drôle, c'est comme le principe des idéologues, hein. Ils sont les premiers à créer le chaos, puis après ils sont premiers à enfuir en disant: «Oh là là, c'est pas nous qui avons fait». Faut se méfier de ces gens-là, hein. Des gens comme, on a pas mal de loulous comme ça qui ont dit on ne donnera pas de nom, mais on y pense très fort. Conclusion donc pour ce premier sujet sur la franc-maçonnerie, c'est la conclusion
au sujet de cette introduction du livre qui va nous servir de support exégétique. Donc, conclusion pour la franc-maçonnerie, selon Jean Solis et Bruno Etienne, c'était donc survivre ou périr, vaincre ou périr. Vaincre ou périr, d'ailleurs, c'était la devise, je crois, de Washington, mais elle était reprise de Rochambeau. Vivre en preux y mourir. Là, c'est de la grosse culture historique. Donc, Vaincre ou périr, l'ouvrage donc qui va nous servir de base, je rappelle les 15 sujets qui fâchent les francs-maçons, était donc en 2008, février 2008, une tentative d'œuvre utile de la part de Bruno Etienne, mort en 2009, un an plus tard, et de Jean Solis, dixit, se présentant lui-même comme exégète minutieux de l'institution et bouffon des pouvoirs en parade, avant que l'oubli, tout cela, n'emporte la franc-maçonnerie. Bouffon ici, au sens Jean Solis, était vraiment dans une référence à la fonction noble du bouffon, c'est-à-dire oser poser des questions qui dérangent, notamment par l'humour. C'est dans ce sens qu'il le disait. Donc l'exégète minutieux de l'institution et bouffon des pouvoirs en parade. C'est-à-dire des paumés qui portent beau, comme je paraphrasais plus haut. Tout ceci, donc, l'important, c'était de faire œuvre utile avant le risque que l'oubli n'emporte la franc-maçonnerie, dixit. Le but des auteurs revendiqués, c'était d'être utile à leurs frères et sœurs, d'honorer leur serment, avec la liberté spirituelle et le respect hiérocratique que le serment impose en tant que devoir à soi-même, d'une part, et vis-à-vis de leurs frères et sœurs, d'autre part. Potentiellement, ça peut être 2 exigences inconciliables, on le verra. C'est-à-dire que parfois, il y a des frères et sœurs qui magouillent un peu ou que voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc tout ceci implique d'essayer de dépasser les limites d'une institution engraissée, d'ailleurs, comme l'autre mammouth, référence à l'éducation nationale, une institution engraissée qui produit de fait, dicite, de mauvaises chroniques, du remplissage et des proses inutiles. La motivation des auteurs, c'était l'amour, avec un grand A, revendiqué au sens agapé, revendiqué pour la franc-maçonnerie, mais également l'amitié et le respect pour les frères et sœurs qui, je cite, nombreux, se posent de dures questions sur l'avenir de leur belle institution. Le moyen de cette prise de conscience appelée par les auteurs, le moyen était typiquement maçonnique, c'est une causerie sans se fâcher. Sans se fâcher, laissons ça, comme il disait, aux convents ridicules et aux coulisses des assemblées pompeuses. C'est-à-dire que derrière la rigueur maçonnique apparente, parfois on voit des frères qui s'engueulent et quand ils s'engueulent, c'est pour moi qu'il y a des enseignements qui ne sont pas bien clairs, d'une part, ou bien des gens qui ne sont pas vraiment alignés. Parce que trop d'intellectuels, pas assez d'expériences structurantes, je dirais. Les expériences structurantes dont je parlais, l'art, le sport, etc. Et aussi parce que des pressions professionnelles au quotidien ou des bisbilles. L'institution maçonnique reste une institution humaine dans laquelle il y a des bisbilles humaines. Mais quand les enseignements sont stables et quand suffisamment de frères sont à peu près alignés, eh bien je dis que ça ne pose pas tant un problème que cela, parce que normalement, il y a toujours cette correction fraternelle, c'est-à-dire qu'il y aura toujours plus de frères qui vont pouvoir corriger un frère qui déconne que l'inverse. Mais ce n'est pas évidemment pas toujours évident, notamment à partir des magouilles qui ont lieu d'ailleurs après 2008-2009, c'était l'époque de la grande magouille au sein de la GLNF notamment. Sophie Coignard parlait également d'autres magouilles, et c'est ce qui avait notamment donné lieu à la création de la GLAMF, la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, dans laquelle j'ai tout de suite d'ailleurs été versé après mon entrée à la GLNF, au début de mon petit périple maçonnique, pour votre curiosité. Voilà. Donc le moyen d'une causerie n'est pas pour autant ridicule, inutile, parce que l'idée c'est que c'est de l'échange honnête que naît l'intelligence collective en fait. Et ça, il ne faut pas négliger en ce sens que c'est vrai dans la franc-maçonnerie comme dans le monde relationnel habituel, c'est que si on peut poser un débat posément, parler intelligemment, sans avoir l'intention de détruire l'autre, mais en ayant sincèrement l'intention d'évoluer soi-même, bah, on peut débattre en fait. C'est pour ça que, pour moi, on ne débat jamais contre quelqu'un, on débat avec quelqu'un pour une certaine vérité. Sauf si la personne est malveillante en face, où là, on peut commencer à allonger le tir. Donc en tout cas, c'est normalement de l'échange honnête que naît l'intelligence collective, ou bien que sont dominées les idées qui ne tiennent pas debout, par exemple. Et c'est de fait ce qu'il y a de bon dans la franc-maçonnerie en tant que mode relationnel, c'est de l'échange sincère que naît la lumière entre les humains, en fait. Mais c'est pas la franc-maçonnerie qui a inventé ça, elle n'a fait que reprendre quelque chose de sain en tant que mode d'action. Il y a un vrai idéal maçonnique sain en ce sens, au moins en tout cas quand la franc-maçonnerie est exercée par des francs-maçons qui sont intellectuellement honnêtes, évidemment. Sinon après ça sera l'inverse, ça sera que l'insulte, disait Oscar Wilde, c'est souvent l'argument final de celui qui n'a plus rien à dire. C'était également Elbert Green Hubbard. Je me demandais de qui était cette phrase. Si vous ne pouvez pas répondre à l'argument de quelqu'un, mais tout n'est pas perdu, vous pouvez également l'injurier. Et également un proverbe chinois que j'ai trouvé. Qui m'insulte en face, peut être un honnête homme et mon ami. Mais qui me loue à tout propos est un sot qui me méprise ou un fourbe qui veut me jouer. Là-dessus, on trouve dans les sagesses anciennes toujours d'autres idées. Cependant, en sujet d'ouverture, il y a une citation d'Asimov, Isaac Asimov, le génial,
qui disait que l'homme le plus stupide, c'est dans l'un de ses livres, l'homme le plus stupide est celui qui n'est pas conscient de sa propre sagesse. Ceci par opposition à une certaine domination hiérarchique qui peut parfois être abusive. Nous avons parfois des francs-maçons qui écrabouillent un peu les francs-maçons des grades au-dessous pour marquer, ouais, genre je suis du 33e, je suis du 30e, je suis du 42e, alors que la vraie sagesse spirituelle est peut-être loin derrière ces manies d'accumuler les grades comme ça et de monter toujours. Il peut y avoir, passé un certain stade, des réseaux de contrôle des humains qui ne soient pas forcément spirituels. Voilà.